Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, donc en début de semaine, sur la chaîne Happy and Bio, où j'ai le plaisir d'accueillir un invité, donc Xavier Jeanvrin. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie. Je suis ravie de vous accueillir, de t'accueillir, pardon, aujourd'hui pour démarrer cette semaine. Voilà, cette semaine avec, on l'espère, plein d'énergie positive, parce qu'on va aborder des sujets, on va dire des sujets, parce que c'est très large, passionnant, on va dire l'univers de la spiritualité, mais pas que, aussi tout ce qui est mémoire cellulaire, blocage émotionnel, rééquilibrage un peu, tout du moins tout pour aller vers le bien-être. Donc, plutôt que de te présenter, que tu te représentes derrière, je trouve ça, voilà, je vais te laisser prendre la parole tout de suite pour que tu puisses un petit peu expliquer ton parcours et ce que tu as fait. Et puis, voilà, on va partir tout de suite sur les sujets, ces sujets passionnants. Ok, merci à toi Valérie, merci pour cette invitation, merci pour cette interview. C'est un grand plaisir pour moi de discuter sur des sujets spirituels, aussi bien mêlant le développement personnel que la vie en général, parce qu'en réalité, la spiritualité, ce n'est que prendre conscience de choses que l'on fait de manière automatique. Et du coup, c'est un plaisir pour moi de pouvoir aider des personnes à travers mon métier, qui est, alors pour définir mon métier, c'est je suis praticien, thérapeute, euh, je fais une sorte de psychologie, hein, je ne sais pas trop comment nommer ça, j'ai jamais vraiment réussi à nommer ce que je fais. En fait, mon métier, c'est moi, c'est ma personnalité, ce sont mes qualités et mes capacités que je mets en œuvre pour venir en aide, pour venir au service de gens qui sont en difficulté dans la vie, hein, pour les remettre un petit peu, pour les aider à retourner sur le droit chemin, je dirais, sur leur chemin, parce qu'il n'y a pas un droit chemin, c'est vraiment euh, tout le monde, tout le monde est unique et tout le monde a sa vocation, son cheminement à suivre. Et voilà, mon métier, c'est un petit peu comprendre les émotions qui naissent chez les gens, parce qu'en fait, j'ai la capacité subtile de pouvoir me connecter à la personne, hein, et ressentir tout ce qui se passe en elle sur le plan énergétique, donc comme pas mal de guérisseurs, etc. Mais moi, je vais un peu plus loin, j'arrive à aller me connecter à la personne sur le plan psychique et aller ressentir toutes les émotions qui vivent là maintenant chez la personne, quand on discute, quand on parle, mais aussi tout ce qui est enregistré dans l'algorithme de la personne depuis son enfance, depuis le début de sa vie. C'est un petit peu tout son parcours de vie que j'arrive à faire ressortir le temps d'une consultation, le temps d'une séance, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir faire ressortir tous les blocages, tous les nœuds. Et c'est vraiment comme un plan, vraiment un parcours de vie que j'arrive à voir, à ressentir, juste en me connectant à cette personne-là. Alors, euh, pour donner un petit peu plus de détails, comment ça se passe, voilà, je me connecte à la personne, hein, on sait tous, enfin, on comprend de plus en plus qu'on vit dans un grand bain, hein, un champ, moi j'appelle ça le champ quantique. C'est pour ça que ce qui nomme le plus ce que je fais, ça s'appelle la psychologie quantique, parce qu'en fait, je peux aller au cœur des émotions, je comprends ce qui se passe chez la personne d'un point de vue psychique en allant étudier au cœur de l'émotion sur le plan psychique et ça se transmet de la personne à moi par le biais du champ quantique, hein, c'est cette connexion que l'on a tous et j'arrive à pouvoir ressentir ce qui se passe en moi et du coup, au fur et à mesure de mes expériences en faisant des séances, j'ai pu cartographier tout ça et comprendre que, tac, là, je ressens exactement cette émotion chez la personne. Ça veut dire ça, en fonction de ce que j'ai dit, et je peux faire les liens et comprendre quel est le blocage réel chez la personne. C'est Alors, voilà. je trouve ça très intéressant. Avant, peut-être qu'on aille, je me permets de te couper parce que j'ai quelque chose qui me vient, voilà, sans faire de parallèle direct, pas froissé. Ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que souvent, des personnes qui se sentent pas très bien et qui ont envie, par exemple, de consulter un psychologue, peu importe, un psychothérapeute, ça me fait penser à l'alimentation. Je vais faire le parallèle et tu me corriges surtout si je dis une bêtise. Souvent,
il peut y avoir un travail en profondeur, mais on ne va pas justement à cette notion de champ quantique et d'énergie. Hein. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai jamais aperçu ça, j'ai jamais eu comme retour auprès des personnes qui ont pu consulter, et moi, j'ai déjà rencontré aussi pour avoir une idée. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas pris en compte. Ça me fait penser un petit peu à la médecine qui est très bien, sans remettre rien en critique. Hein. Je ne veux pas rentrer dans ce champ médical, où on a tendance finalement à soigner en apportant des médicaments, ce qui peut être très bien dans certains cas, mais finalement de ne pas aller à la racine, de ne pas trouver la cause. Tu vois, je fais ce parallèle entre... Exactement. J'ai vraiment ce parallèle avec la nourriture. Oui, tu as raison, Valérie, parce que c'est aussi là que c'est grâce à la nutrition, à l'alimentation que j'ai pu aussi, je dirais, vraiment démarrer dans la spiritualité, enfin me mettre un peu plus à fond dedans, parce que je tombais très souvent malade quand j'étais enfant, quand j'étais jeune et toute mon adolescence et même à la vie adulte, à l'âge adulte. Euh, J'étais très souvent malade. Je ne passais pas un hiver sans tomber malade, c'était clair et net. Hein. Je passais la moitié de mon hiver à être malade. Et puis, en médecine, voilà, j'ai vu énormément de médecins dans ma vie, énormément. J'ai pris énormément de médicaments. Et j'ai compris un jour que on se soignait qu'au niveau du problème. En fait, on regardait, on n'allait jamais à la racine, on poussait jamais les comme des choses. pansements, comme des Voilà, pansements, en fait. voilà, on met des pansements sur le problème, sur la maladie, sans aller chercher vraiment ce qui se passe à la racine. Et puis, j'ai cherché à me guérir moi-même déjà par le biais de l'alimentation, et j'ai pu ouvrir plein d'accès différents, plein de portes grâce à cette alimentation, je dirais, euh, couplée avec ce côté spirituel. Euh, bon, après, j'ai compris que, par exemple, j'ai toujours cru que on ne pouvait pas vivre sans viande, on m'a programmé dans ce sens-là. Et en fait, maintenant, ça fait à peu près 8 ans que je vis sans manger de viande, ni de poisson, ni quoi que ce soit. Je n'ai aucune carence. Bon, après, voilà, il y a eu plein d'étapes, tout plein de démarches pour en arriver Oui, il y là. a un équilibre. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, justement, que les personnes qui ne te connaissent pas puissent découvrir ce que tu as fait, hein, en résumé, hein. En résumé, alors pour parler comment j'en suis arrivé là à faire ce métier-là de praticien thérapeute avec toutes ces capacités-là que j'ai fait, que j'ai développées, que j'avais un petit peu depuis toujours, j'avais ce ressenti, j'étais un petit peu, j'avais ce côté toujours un petit peu réservé depuis tout petit, depuis l'enfance, mais quand même avec cette idée de vouloir aller chercher les choses magiques, de vouloir réciter des petits, pas mantras, mais des choses très psychologiques, essayer de toujours tourner les choses d'un point de vue philosophique, etc. etc. Depuis tout petit, j'ai toujours été, j'ai eu beaucoup d'attraction avec ça. Et puis après, je dirais que pendant l'adolescence, je me suis fait un petit peu happer par le système en ayant une vie à peu près commune à tout le monde, mais en ayant toujours cette âme forte quand même, cette puissance, mais qui a eu un impact aussi sur mon ego. Et voilà, j'ai vécu voilà, cette vie de jeunesse, etc., un petit peu comme tout le monde, à vouloir goûter un petit peu à tout, à la vie de l'adolescence, etc., etc. Et euh, une- il est arrivé un jour où j'ai fait une expérience de mort imminente. C'était un petit accident et j'ai fait une EMI, voilà, qui a fait que j'ai pu voir ce qui s'est passé de l'autre côté du rideau. C'était très impactant pour moi. J'en suis revenu et j'ai compris, en revenant de là-bas, je me suis dit, on m'a pas parlé de ça. On m'a pas parlé de ça, qu'est-ce que c'était que ça? Et après, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à comprendre qu'on n'est pas ce que l'on est, qu'on ne vit pas dans la vie enfin, dans laquelle la vie que l'on nous a inculquée n'est pas réellement ce que l'on est, ce qu'elle est aussi. Et puis, voilà, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des choses sympathiques comme la méditation, la lecture sur des thèmes divers et variés. Je me suis intéressé à la biologie. Voilà, j'ai été toujours un petit peu autodidacte, enfin même complètement. L'école ne m'a jamais profondément intéressé, sauf pour avoir des bonnes capacités d'écriture. Voilà, j'étais très à cheval sur l'orthographe, ces choses-là. Mais tout le reste, ça ne m'intéressait pas vraiment. Euh, et
Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à méditer. Je vais donner même une petite anecdote. Dès la première méditation, j'ai eu cette étincelle que j'ai vraiment vue comme si, bon, c'est tout noir, voilà, on médite, et puis d'un seul coup, grosse étincelle au milieu de la tête. J'ai compris ce que c'était plus tard. Mais aussitôt après, j'ai eu les sensations dans la main que je ressentais tout ce qui se passait. Voilà. C'est-à-dire que le téléphone, du jour au lendemain, je ne pouvais plus le toucher. Je ressentais toute l'électricité qu'il y avait dedans, qui rentrait dans mes doigts, le pad de l'ordinateur, les ondes, tout ça. J'ai commencé à ressentir tout ça. Et en fait, voilà, ce sont les capacités de guérisseur qui me sont venues juste en méditant. C'est-à-dire que j'ai téléchargé un programme, paf, qui m'est rentré dedans. Ça y est, je peux faire ça, je peux Mais ressentir ces choses. c'est que c'était aussi le bon moment, certainement, non? On a tous dans le chemin sur lequel on avance, quand on est aligné, mais tout ça, tu l'expliqueras après, c'est que c'était certainement le bon moment pour capter. Peut-être que c'était là depuis toujours. Il y a des choses qu'on. Alors voilà, il y a certaines choses, c'était juste là, il fallait juste que j'ouvre la C'est ça. porte, c'était présent. Il y a d'autres choses, aujourd'hui, je dirais que je développe, que je dois vraiment, sur lesquelles je dois vraiment travailler. C'est un autre niveau, j'ai développé beaucoup de choses, j'ai retrouvé, je dirais, beaucoup de choses. Si c'est audible pour tout le monde, je ne sais pas d'entendre Oui, ça. oui, oui. Bah, en fait, finalement, c'est même, j'ai envie de dire, on a tous à travailler sur nous. Exact. Chacun, on évolue tout au long de la vie et. Voilà. Donc, voilà, j'ai étudié ça. Ensuite, j'ai fait un voyage, j'ai voyagé un petit peu. Et pendant ces voyages-là, j'ai vraiment mis l'accent sur ce travail personnel de méditation, d'études aussi sur ce que c'est que le corps humain, hein, sous toutes ses formes. Mais donc, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et puis, vraiment découvrir ce que c'est que. Alors, il y a plusieurs choses. Comprendre ce que c'est que l'émotion, la vie d'une émotion, qu'est-ce qu'elle prend en compte. Comprendre toutes ses peurs, comprendre ce que c'est que l'ego, comprendre ce que c'est que l'âme, et comprendre ce que c'est que cet algorithme dans lequel on vit, qui est issu de l'âme. Et ensuite, vraiment mettre en pratique tout ça, toute cette compréhension. C'est là vraiment, c'est dans ce sens que l'on comprend la vraie spiritualité, c'est-à-dire que on fait passer des choses de l'inconscient vers le conscient. Voilà. Quand on entend d'ailleurs, moi je suis un passionné de la langue des oiseaux. Ah, c'est génial. La langue des oiseaux, je suis passionné, je l'entends à longueur de journée. Les gens parlent, je les écoute. Et c'est vraiment la langue des oiseaux, c'est le génie des créateurs de toutes les langues. On le retrouve dans plusieurs langues, hein. Et les anciens l'utilisaient, les populations ancestrales. Voilà, en anglais, on le retrouve dans toutes les langues. Je parle aussi russe et du coup, je le vois aussi en russe. Mais le français, je me tiens beaucoup plus à cœur par rapport à cette langue des oiseaux. Et il y a ce mot, la spiritualité, où on entend quelque chose, hein. Ok, il y a la racine spiritus, tout ça, on peut trouver plein de choses, plein de racines, le grec, le latin. Mais en réalité, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Il suffit d'écouter le mot spiritualité. Qu'est-ce qu'on entend? On entend spiritualité, spirit, dualité, dualité de l'esprit. Hein? Spirit, ce qui veut dire esprit, la dualité de l'esprit. Et l'esprit, en réalité, ok, c'est la sphère énergétique, mais c'est aussi l'esprit, il est composé de l'inconscient et du conscient. Et en fait, l'idée, c'est de faire passer les choses de l'inconscient vers le conscient. C'est en ça que repose tout le phénomène de la prise de conscience. Et c'est ça la vraie spiritualité. C'est-à-dire, sans aller chercher à développer des capacités psychiques, c'est déjà de comprendre comment on fonctionne, qui on est, chacun de nous. C'est-à-dire que il n'y a pas de personne, il n'y a pas de choses communes à tout le monde, à part le fait que l'on est des êtres humains, que l'on vit dans la même matrice, mais chaque être humain est unique par tellement de choses, ok, sur le plan génétique, sur le plan de l'âme, sur le plan de à quel moment est née la personne, il y avait tel alignement des planètes qui fait que ça l'a impacté biologiquement, quelle est sa vocation aussi, qu'est-ce qu'elle a développé, quelles sont ses qualités, sa personnalité, son intellect. Toutes ces choses-là font que ça rend la personne totalement unique et que chacun de nous doit, je dirais, c'est pas une obligation non plus, mais si on veut aller emprunter ce chemin de la spiritualité, c'est vraiment aller chercher tout cela.
tout cela. Et bien sûr, tout ça, c'est pas à l'extérieur qu'on le trouve, c'est vraiment à l'intérieur de soi. C'est pour C'est le cela. travail, pardon, c'est le travail le plus dur finalement parce qu'on est dans une société qui est ultra consommatrice, qui est très développée. Alors il y a des choses qui sont intéressantes, qui nous ont facilité, on va dire, la vie par rapport à nos arrière, voilà, grands-parents certainement, mais d'un autre côté, on essaie que tout le monde soit identique, de rentrer dans des cases, et ça commence dès la scolarité, et c'est très difficile à vivre parce qu'il faut un vrai travail sur soi pour finalement imposer qui on est et ses valeurs dans une société qui a tendance à mettre tout le monde dans des cadres. Alors oui, la société, elle a des choses bien, elle a des choses moins bien. C'est la beauté de la vie aussi, c'est que ça fait partie elle fait partie d'un grand tout. On est dans ce cadre-là occidental qui fait que on nous trace des voies un peu générales et comparé à l'Orient où on montre plus de voies que ce qu'il existe en réalité chez nous. Et j'aime bien aussi de temps en temps expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme voie du coup en réalité quand on est à l'école. On nous présente majoritairement trois voies. Trois voies, c'est-à-dire il y aura les travailleurs qui vont utiliser leur énergie physique, mais c'est pas du tout pour critiquer, pour classifier. C'est vraiment qu'en fait, en fonction de la vocation de chacun, chacune des personnes travaille sur un centre énergétique, hein, cet algorithme, et en fonction de ce travail, elle fait, voilà, elle répond à sa vocation. Et du coup, ça se fait en fonction de, voilà, qu'est-ce qu'elle va développer sur le plan énergétique. Et il y en a, ils sont là pour comprendre l'énergie physique. Comment ils vont l'exploiter, comment ils vont l'utiliser, leur énergie physique dans la vie, qu'est-ce qu'ils vont gagner grâce à ça, comment ils vont pouvoir échanger. Et du coup, ils font vraiment un travail sur le plan énergétique. Du coup, je dirais, une première voie que beaucoup de personnes suivent. Et c'est très bien, on va retrouver des personnes qui nous aident à construire nos maisons, qui nous aident à voilà, faire plein de choses très importantes, qui nous sont vraiment parfaitement utiles. Il y a d'autres personnes, et qui se trouvent, ces personnes-là, elles sont vraiment heureuses dans ce qu'elles font. C'est ça le principal, elles sont bien, elles savent que c'est leur métier, elles aiment que ça, elles ne feraient pas autre chose. Ensuite, il y a un autre niveau énergétique qui est une évolution, qui n'est pas supérieure en soi, mais qui est une évolution. Et là, c'est vraiment bon, c'est au niveau du deuxième centre énergétique, c'est l'énergie de l'impulsion, c'est-à-dire que les choses vont beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire qu'on peut commencer à gérer des personnes. Et là, on est sur la génération de l'argent, de cette énergie, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à être dans la beauté, dans l'extérieur, dans quelque chose de beaucoup plus dans la création, dans la création. Et, et ça va beaucoup plus rapidement. Là, on a par exemple les commerçants, ceux qui régulent l'argent aussi dans le monde, ceux qui font circuler l'argent à tous les niveaux. Et eux, ils vont très rapidement. Et ensuite, on nous montre une troisième voie, un autre niveau énergétique qui est celui du plexus solaire. Et là, c'est dans le pouvoir. C'est-à-dire qu'on nous dit la troisième voie qui existe, c'est celui qui a le pouvoir. Et celui-là, on va retrouver les personnes qui gèrent les grandes sociétés, les entrepreneurs à un certain niveau, ceux qui gèrent les groupes, etc. etc. Là aussi, on va avoir l'enseignement qui arrive à ce niveau-là. L'enseignement, voilà, ceux qui contrôlent, qui arrivent à gérer une forme de pouvoir. Et il y a une quatrième voie que notre société ne nous montre pas. C'est la voie du cœur. C'est la voie du c'est exempt. C'est-à-dire qu'on nous la montre pas, elle n'existe pas, elle est inconnue, et pourtant, il y a tellement d'enfants qui vont devenir des adultes plus tard, qui ne savent pas quelle voie prendre, parce qu'ils savent, ils se cherchent dans toutes les autres voies, ils essayent plein de choses, et ils se trouvent pas. Ils se trouvent pas, ils se sentent perdus, et il y a des personnes comme moi, ça a été mon cas, j'ai cherché longtemps, jusqu'à ce que je comprenne que je suis un autodidacte, que je peux tout apprendre par moi-même, que je suis dans le cœur, que tout ce que j'ai voulu essayer avant, j'ai pas réussi. Hein, j'ai fait, je dirais, mais tellement de métiers, j'ai essayé tellement de choses à tous les niveaux. J'ai fait presque 8 ans d'études supérieures en plus, en parallèle.
voilà, j'ai essayé plein de choses dans tous les domaines. J'ai essayé toutes les écoles possibles. J'ai fait technicien supérieur en électronique. Ensuite, je voulais devenir ingénieur, mais au final, j'ai fait dans les langues. J'ai fait une fac de langue. J'ai appris le russe et le chinois. Donc, je suis passé du scientifique au littéraire d'un seul coup. Ensuite, j'ai repris en faisant une troisième année, un bachelor dans le management qui m'a emmené ensuite à un double master en commerce international et marketing et sciences politiques. Et du coup, ça m'a servi tout ça pour comprendre tous ces métiers, pour comprendre tout ce qui existe dans notre monde, mais Tu ne te sentais pas aligné complètement. voilà, c'était pas moi. Et du coup, en parallèle à toutes ces études-là, je n'ai jamais lâché le fait que j'étudiais, que je méditais. Et en fait, l'étude que je faisais à l'école, c'était 10% de ma vie. Et tout le reste du temps que je passais, j'étudiais, je passais mon temps à lire des livres, à écouter des webinaires sur Internet en français, en anglais, en russe, sur la spiritualité. J'étais mordu. J'étais mordu. L'alimentation, toutes ces choses-là. J'étais mordu. Et je me retrouvais là-dedans. Mais dans notre société moderne, il n'y avait rien qui répondait à ça. Il n'y avait rien du tout. Ok, si, il existe des métiers quand même. On peut, voilà, psychologue, ces choses-là. Mais même là, même la médecine, c'est cadré dans quelque chose qui est mesurable, quantifiable, que par des choses que par des machines, que par des outils qui sont physiques. Et en réalité, et en plus, il y a quelque chose que je ressentais derrière, c'est qu'en fait, tout est détaché. C'est-à-dire tout est, on essayait de garder un secret, qu'on essayait de voiler quelque chose au monde, aux futurs médecins, aux futurs aides-soignants, soigneurs, etc., etc. Euh, on détache la psychologie de la médecine, de l'énergétique. Hein, tout ce qui est, Ah, mais complètement. Et du coup, tant que tout n'est pas relié, on ne peut pas comprendre comment on fonctionne. Vraiment, on ne peut pas comprendre. Il faut relier tous ces paramètres-là, tous ces plans-là, la psychologie, la médecine biologique et le plan énergétique. Comment on fonctionne énergétiquement. D'ailleurs, quand tu vas chez un médecin, et c'est pas un reproche parce que quelque part, je comprends maintenant à mon âge que, alors on a souvent dans cette société, on a tendance à pointer du doigt, mais je pense que c'est pas la solution. Il faut comprendre aussi qu'un médecin, nous on a un très bon médecin de famille, tu vois, s'il n'a pas été formé comme ça, il peut pas aller aussi sur dans le domaine sur lequel il n'a pas été formé. C'est compliqué aussi, d'autant plus qu'ils ont beaucoup de travail. Mais c'est vrai qu'effectivement, le médecin, il a du mal quand il ne trouve pas la cause. Et moi, j'entends ça et je vois des personnes qui viennent aussi vers moi. J'ai une maladie moderne. Voilà, c'est non. Il y a peut-être autre chose. Si la personne, elle a déjà un équilibre alimentaire, du sport, tout du moins, elle a l'air d'avoir une vie saine, il y a forcément autre chose qui cloche et que je pense que c'est absolument pas par les médicaments pour couvrir tout ça, ou même les médicaments en plus au niveau psychologique, hein, c'est pire parce que finalement ça renferme la personne, ça endort, ça tu l'expliqueras mieux que moi parce que moi j'ai pas ces notions, mais je sais pas si on peut dire ça endort l'esprit, mais en tous les cas où la personne elle ne trouve jamais quelle est la cause. Et c'est parce qu'il y a un manque d'information et de formation, je pense, oui. ou voilà, de souhait de pas le faire, mais peu importe, c'est pas le sujet, mais voilà. Oui, j'ai entendu des médecins, moi-même, hein, de mes propres oreilles, me dire que c'est psychosomatique, on peut rien faire, ou bien même des personnes que j'ai entendues dans mon entourage, qui me disent, ou des personnes qui sont venues vers moi aussi, tout comme toi, Valérie, qui me disent, le médecin, il n'a pas vraiment trouvé ce que j'ai, c'est psychosomatique, il m'a dit, et on peut rien faire quand c'est ce que. Ben, c'est pareil, psychosomatique, qu'est-ce que c'est? C'est psycho, le plan de l'âme, soma, le corps, l'âme qui impacte le corps. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que l'âme qui est sur le plan psychique va déséquilibrer le plan physique par cette instabilité. Et en fait, comment ça se régule tout ça? Moi, j'aime bien, alors je ne sais pas que j'aime bien, c'est que j'ai par habitude d'expliquer, même dans le cadre de mes séances, comment on est réellement constitué. Il y a plein de choses, il y a plein de plans différents, on va parler du plan mental, du plan causal, du plan, toutes ces choses-là. Mais en réalité, ça peut être regroupé. Ça peut être regroupé, et moi, je regroupe sur 3 plans différents. Il y a 3 plans différents. Et en fait, on le retrouve très bien quand on regarde quand on regarde sur les trouvailles qui ont été faites du côté de la physique quantique.
Et je ne m'amuse pas à reprendre des articles qui ont été trouvés à gauche et à droite. Ok, je suis autodidacte, j'ai cherché des informations un petit peu comme tout le monde, mais en réalité, aujourd'hui, ce n'est plus de la théorie, c'est de la pure pratique parce que je ressens ça. J'ai un ressenti qui m'aide vraiment à soigner les gens et j'ai vraiment des retours exceptionnels derrière. Et donc, vraiment, à la base, c'est que on est dans un bain quantique. Quand on regarde comment on est fait, sur le plan physique, on est fait de cellules, hein, on regarde un petit peu plus, c'est composé de molécules, on zoome un petit peu plus, on va aller voir, on va retrouver l'atome. Quand on regarde au niveau de l'atome, il y a le noyau avec le neutron, les ions, etc., etc. Et puis quand on zoome un petit peu plus, on comprend qu'à la base de tout ça, ben, c'est la particule élémentaire. Et c'est de l'énergie. Et au cœur de cette particule élémentaire, voilà, il y a cette énergie, mais pas que. Parce que, bah oui, ils disent en physique quantique, il y a l'énergie. Et donc, tout est fait d'énergie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tout ce qu'il y a autour de nous? Eh bien, c'est l'information qui va être au cœur de cette énergie. C'est-à-dire qu'en fait, tout comme on est fait, on est fait d'énergie. Hein. Ensuite, je vais expliquer un peu plus en détail. Cette énergie, elle sert de support à une information, à un code, à des données. Hein, on peut regarder comment fonctionnent nos téléphones, nos ordinateurs, tout ça. Eh bien, il y a un plan physique, okay, il y a un support physique qui va permettre de sauvegarder de l'énergie, la batterie, etc. Cette énergie va circuler à travers une carte mère, et dans cette carte mère, il y a des programmes. Il y a des programmes. Et du coup, ces programmes, tant qu'il n'y a pas d'énergie, eh ben, ils vivent pas. Ils sont inertes, ils servent à rien. Et du coup, il y a l'énergie qui va circuler, va donner vie à ces programmes. Et du coup, le téléphone va fonctionner. Et c'est grâce à cette énergie qui va servir de support à cette information, qui va pouvoir donner vie à cette information. Et du coup, cette énergie-là, elle permet aussi de transférer l'information, c'est-à-dire qu'elle va créer une sinusoïdale, une onde, grâce à l'énergie, et qui va pouvoir permettre de transporter cette information. Ça fait l'impulsion, quoi, là, en fait. Ça lance. Et recevoir, émettre et recevoir. Eh ben, c'est exactement avec le corps humain. Exactement pareil avec le corps humain. On est fait sur 3 plans. Le plan physique, le plan énergétique et le plan psychique. Hein. Et je dis bien, c'est comme moi, je le vois, je le ressens, je le comprends. Je n'impose rien. Chaque personne voit les choses comme elle le souhaite. Et donc, pour en revenir sur cette idée de maladie psychosomatique, en fait, alors il y a un plan psychique. Le plan psychique, je ne vais pas trop en parler pour le moment, mais en fait, entre le plan psychique et le plan physique, il y a le plan énergétique. Le plan énergétique, c'est une sphère énergétique qui est composée de plusieurs centres énergétiques. Alors, il n'y en a pas que 7, il y en a plein. Okay. Il y a plein de centres énergétiques qui vont chacun avoir sa propre fonction, qui vont servir un petit peu comme des disques durs pour pouvoir sauvegarder l'information, pouvoir générer, faire fonctionner des programmes positifs et des programmes de temps en temps aussi négatifs. Et ça aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Et en fait, c'est là le lien un petit peu déjà sur le plan énergétique et psychique, c'est-à-dire, j'aime bien dire du coup le plan psycho-énergétique, je relie les deux. L'énergie va pouvoir servir de support, ce centre énergétique va pouvoir servir de support à l'information, aux données issues du psychique. Et donc, pouvoir donner vie à ces programmes. Et ensuite, donc du coup, du plan énergétique, ça va influer le plan physique. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des centres énergétiques est relié à des organes et à des fonctionnalités. Par exemple, le premier centre énergétique qui est situé au niveau du coccyx, il est relié à tous les organes du bas, c'est-à-dire le système urinaire, l'organe sexuel,
la prostate pour les hommes, les ovaires pour les femmes, etc., etc. Et ce centre énergétique-là, il est relié à toutes les fonctionnalités des organes physiques et aussi à d'autres fonctionnalités. Ce premier centre énergétique, c'est la santé de la peau et aussi la santé du sang, tous les liquides qui sont dans notre corps. Et en fait, si ce centre énergétique-là est bien équilibré, tout sur ces plans-là va être bien équilibré. Et c'est là qu'intervient le déséquilibre. C'est-à-dire que tant qu'il y a un bon équilibre sur le plan psychique, ça va générer un bon équilibre énergétique qui va donner un bon équilibre physique. Et donc, s'il y a un déséquilibre psychique qui est issu d'un traumatisme quelconque, ça peut être vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, même pendant la période de gestation du bébé, quand le fœtus grandit, il va recevoir des émotions. On va emmagasiner une information traumatisante, l'enregistrer en soi sur l'un des centres énergétiques qui nous composent en fonction de ses fonctionnalités. Aussi, en fonction du traumatisme, on va aller sauvegarder cette information-là à un endroit très précis, car ça va nous servir à notre développement, en fonction de plein de choses, de notre vocation, de ce qu'on doit développer dans notre vie aussi. Parce que tout ce qui est négatif ne l'est pas toujours en réalité. Oui, ça dépend, je comprends. Oui. Voilà. Moi, j'aime bien dire un bien pour un mal pour un bien. Des fois, c'est vraiment ça, mais pas toujours non plus. Et du coup, quand il y a un traumatisme que l'on vit avec, que l'on grandit avec, ben, ça va impacter le plan psychique, ça va développer des programmes divers et variés, qui vont venir nous limiter dans notre vie, qui vont développer d'autres programmes limitants comme la peur, les dépendances émotionnelles, affectives, etc., qui vont générer des émotions difficiles à vivre. Et du coup, tout ça, si c'est vécu constamment, si on le répète, ça va venir déséquilibrer le plan énergétique. Et là, déjà, on ne se sent plus très bien. Mais si on ne fait rien sur le plan psychique, ça va venir s'installer sur le plan énergétique, ça va se déséquilibrer au fur et à mesure des années. Et si on laisse ça 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, ça va venir impacter le plan physique. Et c'est comme ça que toutes nos maladies arrivent. Vraiment, moi, je n'émets plus aucun doute que toutes nos maladies arrivent, que ce soit des maladies linéaires ou des maladies qui sont programmées. Okay. Oui, mais d'ailleurs, c'est très juste ce que tu dis, et même si c'est pas totalement, on le disait tout à l'heure, je fais cette petite parenthèse, pris dans le corps médical, on va dire classique, il y a quand même un certain nombre de médecins, moi j'échange avec des cancérologues, etc., qui reconnaissent que quand la cause, elle n'est pas définie complètement, alors effectivement, si c'est quelqu'un par le tabac, des choses bien précises, on sait que la cause, elle est plus forte, mais sinon, par des très gros chocs, une personne développe derrière, je ne sais pas, un cancer du sein, un autre cancer, ils savent qu'il y a une cause quand même émotionnelle. Ils le reconnaissent. Même si ce n'est pas travaillé en profondeur, c'est quand même reconnu. Absolument. C'est vraiment ça, les émotions. C'est vraiment ça. Alors là, les émotions, c'est vraiment, ça combine les trois plans. Une émotion, bon, juste, je finis du coup, voilà, et pour finir, avant de parler des émotions, c'est vraiment là l'idée de la maladie psychosomatique. C'est-à-dire que du déséquilibre psychique qui va développer une psychologie peut-être de faiblesse, de plein de choses. Alors, sur le plan psychique, on va avoir le rabaissement de soi, la culpabilité, la victimisation, hein, par la manipulation ou par... Il y a plein de formes de victimisation. Il y a la rancune, il y a aussi la jalousie, l'attente, la paresse. Tout ça, ce sont des programmes sur le plan psychique qui vont venir nous détruire. Mais on a aussi d'autres programmes qui sont installés chez nous sur le plan du coup psycho-énergétique, hein, le support et l'information, comme l'ego. L'ego aussi, c'est un programme, mais qui nous sert dans la vie jusqu'au moment où il est déséquilibré. C'est-à-dire que tant qu'il est dans l'équilibre, il nous sert à nous imposer. Construire, oui, nous construire.
voilà, nous construire, nous imposer dans la vie pour pouvoir imposer ses qualités, sa personnalité, son intellect, pour pouvoir se sentir être la pièce du puzzle dans ce grand algorithme qui nous entoure. Et donc, voilà, c'est de là que provient tous ces équilibres ou déséquilibres en partant du plan psychique, en passant par le plan énergétique, jusqu'au plan physique. Voilà, le bien-être. Alors, est-ce que les programmes, pardon, tu parlais des programmes justement qui sont installés, que ce soit négatifs ou positifs, est-ce que c'est des programmes qu'on peut tous avoir par rapport à des situations vécues, des chocs? Alors, tu parlais jusqu'à la gestation d'ailleurs au début. Ou est-ce qu'aussi on peut avoir récupéré, alors là je vais un peu plus loin, mais des programmes finalement familiaux, pas simplement éducatifs, c'est-à-dire sans le savoir, on récupère des choses. Voilà. Absolument, carrément. Alors, c'est très complexe à expliquer, c'est très complexe. Je vais essayer de faire ça rapidement. Sur le plan familial, il faut savoir que quand on porte un nom, il y a une énergie, il y a une forme pensée derrière, il y a une forme pensée qui crée une forme d'esprit familial. Et en fait, chaque être qui va naître dans cet esprit, qui va porter le nom, il va être relié à ça. Et cet esprit, en fait, qui est issu des formes pensées de tous ceux qui ont porté le nom dans cette famille, vont être reliés à cette puissance. Et du coup, cette puissance va avoir ses propres programmes qui va se relier à chaque être qui va venir dans cette famille-là, qu'il le souhaite ou non. C'est-à-dire qu'en fait, s'il veut vraiment se débarrasser de ces programmes, il va falloir d'abord se délier de cette entité, de cet esprit, je dirais, pas entité, pardon, mais de cet esprit qui est issu des formes pensées de tous les êtres de la famille qui ont porté ce nom depuis des générations et des générations. Donc il y a ça, il y a aussi le traumatisme, voilà, qui a développé des programmes, mais il y a aussi l'éducation. L'éducation Oui, bien sûr. des programmes. Il y a plein de manières différentes. Il y a vraiment plein de manières différentes. Mais ça, c'est les principales. Bien sûr, le programme. Alors, les programmes principaux qui sont créés, c'est suite à des traumatismes. Les programmes qui sont issus de la famille, c'est généralement parce que une famille, par exemple, a traversé des moments difficiles de génération en génération, et vont créer cette défense qui va les suivre de génération en génération. Et du coup, il arrive un moment où la personne, elle se dit, moi, j'ai plus besoin de ce genre de défense, à réagir avec des automatismes qui ne me correspondent pas en fonction de qui je suis, de ma personnalité. Mais je me vois d'un seul coup, on me dit quelque chose et je réagis d'un seul coup, mais c'est pas moi, pourquoi je me dois de défendre ça? Et il y a des familles, voilà, où vraiment ils devaient défendre leur pain pendant des générations, des territoires, des espaces, etc., pour la survie. Et du coup, aujourd'hui, cette personne-là qui va naître, qui aura grandi au cœur de cette famille, dans cette société moderne, on n'est plus là à défendre son pain de la même manière, à défendre son territoire, à se faire manger. Ça, c'est des choses passées, mais ils vivent toujours avec. Et donc, il y a ce travail à faire de détachement. C'est peut-être pour ça qu'on entend parfois l'histoire se perpétue sans savoir. On dit des choses sans. C'est vrai, on dit des choses. Je te laisse revenir, pardon, je t'ai coupé sur les émotions, etc. Puisqu'on était. Mais j'ai eu effectivement cette pensée. Et sur les équilibres et déséquilibres. Oui, alors ça, c'est très, très en lien, c'est parfaitement en lien, les émotions. Quand on nous parle des émotions par le biais des processus chimiques, neuronaux, hormonaux, qui se produisent dans notre corps, dans notre cerveau, au niveau des neurorécepteurs, au niveau des glandes, etc., en fait, ça, c'est que la partie visible et mesurable et quantifiable, encore une fois. Et en fait, c'est même pas que la partie visible, mais c'est aussi la phase finale de ce que c'est que la vie, de la vie d'une émotion. Ce n'est que la phase finale. Hein. Avant, il se passe plein d'autres choses. On est là à étudier seulement ce qui se passe sur le plan physique, sur le plan des les réactions du corps physique, en fait. Des hormones, des neurones, tout ce qui est mesurable, tout ce qui est photographiable, etc. Et en réalité, il se passe des choses avant. Il se passe des choses.
moi, je le sais parce que j'ai ce ressenti-là. Comme j'expliquais tout au début, quand je me connecte à la personne, une, une émotion, elle naît de la manière suivante. C'est-à-dire que sur le plan psychique, il y a des programmes constructifs, destructeurs, etc., etc. Peu importe. L'émotion, elle naît. Elle naît dans la sphère psycho-énergétique. C'est-à-dire, même pas, elle n'est pas palpable, elle n'est pas visible, elle n'est pas mesurable, hormis par les personnes qui ont du ressenti comme moi, sur le plan psychique et énergétique. Cette émotion, elle va naître en fonction de ces programmes-là. Elle va naître sur le plan psycho-énergétique. Et avant, pour être traduite, par exemple, on va prendre la peur. La peur. On va prendre l'exemple de la peur pour vraiment que ce soit clair et compréhensible. La peur, elle naît sur le plan. Alors, elle peut naître à différents niveaux, selon la vocation de chacun, selon là où la personne peut vivre sa peur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles vont avoir peur de ne pas avoir un toit au-dessus de leur tête. C'est ça vraiment qui vont leur faire peur. Il y en a d'autres, c'est la peur en se souciant toujours pour les autres. Il y a les autres. Il y a la peur qui va être pour celui qui ne peut pas contrôler sa vie, avoir une gestion totale. Voilà, il y a plein de peurs différentes. Et on va parler de celui qui a une peur soudaine, d'un seul coup, là, au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'on va mettre la main ici, quand il y a une peur soudaine. On ne met pas la main sur le cœur physique. Hein. Tout le monde ressent ce plan énergétique, parce que quand on a peur, on met la main sur le quatrième centre énergétique. C'est là qu'est née la peur. C'est là aussi que naît l'amour. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la peur et l'amour, ils naissent ici aussi. C'est vrai qu'on le dit, oh, j'ai eu trop peur. C'est vrai qu'on le dit, c'est un automatisme. On met la main ici parce qu'il y a le centre énergétique qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, qu'on n'a pas réussi à mesurer, hormis ceux qui ont ces capacités-là, encore une fois. Et on met tous notre main là. Et en réalité, tout le monde le ressent. Tout le monde le ressent. Et donc, cette peur, elle naît d'abord sur le plan psychique. Ensuite, du coup, vu que le plan psychique et énergétique, ils sont très reliés, j'en fais un seul plan qui est le plan psycho-énergétique, voilà, la peur, elle naît ici. Et ensuite, quand il y a une peur, quand il y a quelque chose de vraiment qui fait vraiment peur, ça c'est très rapide. Hein. Donc elle naît bien sur le plan psycho-énergétique. Et ensuite, pour pouvoir être puissant, réagir physiquement, pour pouvoir se défendre à quelque chose qui fait peur, pour pouvoir se mettre à courir, pour pouvoir on a un truc qui nous tombe dessus, on doit le soulever, on a une force surhumaine, tout ça. Là, ce sont des hormones qui vont venir générer. Mais comment elles sont générées, ces hormones? Comment? En réalité, une émotion, elle naît de la manière suivante. Elle naît sur le plan psychique. Elle va être impulsée grâce à l'énergie du centre énergétique. Et ensuite, elle va trouver sa voie, cette émotion psycho-énergétique, elle va trouver sa voie en fonction du niveau où elle naît, c'est-à-dire premier centre, deuxième centre, troisième centre, etc., etc. Et elle va venir, et aussi en fonction de ses programmes, hein, qui sont dans son algorithme, elle va trouver sa voie par le biais des glandes. C'est-à-dire que elle va aller. En fait, les glandes, elles ont une mission, c'est de traduire. C'est quelque chose de très puissant, hein, ces glandes. C'est quelque chose qui sont capables de traduire en fait les émotions psycho-énergétiques en chimie, en hormones. C'est-à-dire qu'elles vont traduire quelque chose qui est métaphysique en quelque chose de physique. Hein, le côté métaphysique, c'est le plan psycho-énergétique que j'arrive à ressentir en fait quand je parle à la personne. Des fois, je fais exprès de dire des choses qui sont pas toujours agréables, et ça, je préviens. Je suis pas méchant, mais je sais où je vais. Et du coup, je sais ce que je m'apprête je sais à peu près ce que ça va générer chez la personne. Je le sens. Et du coup, ça génère des émotions en elle. Et ça me confirme ce que je dis parce que je sens ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, l'émotion, elle va naître sur le plan psycho-énergétique et elle va aller prendre son petit chemin là, pour aller se traduire par le biais des glandes en hormones. Et du coup, faire cette réaction au niveau du cerveau, sur le plan des neurorécepteurs. Et du coup, la personne, elle réagit. Elle réagit en fonction des hormones. Et c'est ça l'émotion. C'est ça une émotion. C'est d'abord psychique, énergétique, et ensuite c'est physique. C'est hormonal, et ensuite c'est neuronal. C'est vraiment, il y a vraiment
tac, tac, tac. C'est sur plusieurs plans. Et c'est sur ces plans-là, d'abord, moi, j'arrive à le ressentir sur le plan psycho-énergétique. Et c'est surtout comment je le ressens, comment cette émotion passe à travers la glande. C'est-à-dire qu'en fonction de chacune des glandes, on en a plein partout dans le corps, des ganglions, des glandes à plein de niveaux différents. Et c'est comment cette émotion elle va être traversée que je sais quel programme destructeur a la personne, quel programme limitant, quel programme qui est issu d'un traumatisme vit chez la personne. Et parce qu'il y a des glandes qui sont en bonne santé dans le corps, et du coup, je comprends que, ah, c'est pas ici qu'il y a un problème. Et il y a des glandes qui ont tellement vécu cette émotion-là qu'elles sont déjà atrophiées. Elles sont déjà en train de se cristalliser. Elles sont en train de durcir. Et du coup, je le ressens et ça me fait, vu que cette émotion, j'ai tout le corps psycho-énergétique de la personne dans mon corps et je ressens cette douleur en moi très, très précisément à l'instant où j'en parle et que ça se génère chez cette personne-là. Et je dis, ah, cette glande-là, ça va pas. Et qu'est-ce que je fais? Je m'arrête pas là. Je m'arrête pas là. J'allonge la personne sur la table et je sais exactement là où elle a mal et elle ne sait même pas qu'elle a mal ici. J'appuie exactement sur la glande et la personne, généralement, elle fait aïe comme ça. Je dis oui, c'est là le problème. Et là aussi, et là aussi. Et je dis quels programmes sont reliés à ça, qui ont fait que ça a atrophié telle ou telle glande, qui fait que ça déséquilibre sur le plan psychique, mais aussi énergétique au niveau du centre énergétique qui est relié à cette glande-là, et qui va faire que les organes qui sont à ce niveau-là, sur le plan physique, ne vont pas fonctionner correctement. Tout ça en partant de cette base des émotions sur le plan psycho-énergétique. Et du coup, si la personne a une réaction, ça confirme encore plus tous les ressentis Absolument. que tu as avant, puisque la réaction, elle est voilà, en conforme. Et je l'explique parce que moi, la guérison, c'est pas, je fais pas les choses à la place de la personne parce que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Quand j'ai commencé, je dirais même, quand j'ai commencé, je m'amusais, j'étais là, j'étais puissant, je suis guérisseur, j'ai plein d'énergie dans les mains, tout ça, je peux guérir qui je veux. Et même, au début, je guérissais un petit peu avec les mains, mais j'ai compris que j'arrivais à guérir juste avec ma pensée, les gens. J'arrivais à modifier les programmes chez les gens. Et je le faisais en confiance, je voulais montrer que je pouvais guérir les gens, je le faisais avec le cœur. Mais je comprenais, j'ai rapidement compris que c'est contre-productif, mais c'est même pas éthique. C'est même pas éthique parce que je fais le travail que la personne doit faire elle-même pour comprendre sa vocation, sa mission de vie, qu'est-ce qu'elle a traversé et pourquoi elle doit surmonter ce qu'elle a vécu elle-même, cette personne-là, pour pouvoir comprendre des choses. Parce qu'en fait, en poussant cette prise de conscience, donc faisant passer tout ce qui se passe sur le plan inconscient vers le plan conscient, c'est-à-dire prendre conscience de tout ce qu'elle a vécu, cette personne-là, ben déjà, ça va la libérer. Et ça va lui permettre de prendre conscience voilà, c'est vraiment comme une illumination. C'est-à-dire que oh, j'ai vécu comme ça toute ma vie, ça je l'entends, j'ai vécu comme ça toute ma vie sans voir ça, sans comprendre ça, tout ça. Comment ça se fait? Je dis, bah oui, mais là, en une séance, je vous ai tout expliqué. Et je vous ai montré. Et du coup, tout se lie, tout se relie. Et la personne comprend parfaitement. Et ça va créer la première étape de la guérison. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai plus grand-chose à faire. J'ai juste à faire 2-3 petites choses en plus, énergétiques, psychiques, inculquer inculquer à la personne des programmes, c'est-à-dire lui expliquer comment se reprogrammer d'elle-même, mais aussi montrer comment le faire. C'est un apprentissage, mais ne pas faire les choses à la place de la personne. Ne pas faire les choses. C'est vraiment. Mais là, c'est très intéressant parce que tu vois, je fais un petit parallèle. Alors, ça n'a rien à voir, ou peut-être quoique. Je viens de commencer un livre que je trouvais drôle. Moi, je suis toujours curieuse, donc je suis allée dans une librairie qui fait beaucoup de choses holistiques, etc. Voilà. Et en fait, c'est un livre, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. J'ai commencé à le lire hier et je trouvais ça très drôle. Je rigolais toute seule dans le lit parce qu'en fait, c'est pareil. Cet auteur explique, alors il a fait des conférences, etc., que c'est pas lui qui soigne. Donc là, notamment, ça parle des couples. Hein.
tu vois, les couples, mais qui les amènent à penser autrement. Et souvent, ça me fait penser à ce que je viens de dire à l'instant, ils ont des révélations. Et en fait, certains étaient mariés, étaient presque au divorce, et d'un seul coup, tu vois, et ça me fait penser à ça, quoi. C'est vraiment l'illumination. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la personne, des fois, elle oublie que c'est en faisant, enfin, c'est en étant venu me voir que, et j'en ris, hein, c'est en étant venu me voir, mais elle a l'impression, au final, que j'amène tellement les choses pour qu'elle aille chercher d'elle-même. Elle a l'impression que c'est elle qui a tout trouvé, qui a compris, et moi, c'est ce que je préfère, réellement, parce que ça crée une démarche de détachement, dire que je ne crée pas cette dépendance entre le thérapeute et le patient. J'essaye vraiment que la personne, moi j'aime bien dire quelque chose, je ne donne pas le médicament, mais je donne la recette du médicament. Hein, toujours pour faire le lien avec ce qu'on dit depuis le début. Et c'est dans ce sens que voilà, j'ai une grande attache à tout cela, à ce que les personnes vraiment comprennent ce qui se passe en elles. Vraiment. C'est pas la personne elle vient me voir, je dis je lui ai fait ça, tac tac tac, j'ai pas le temps d'expliquer parce que c'est trop complexe. Non, tout le monde est capable de comprendre, vraiment, vraiment, tout le monde est capable de comprendre, tout le monde est capable de ressentir ce qui se passe sur le plan énergétique, sur le plan psychique et psychologique, tout ça, parce que la personne elle vit dedans, elle vit ça depuis tout le temps et ok, des fois c'est pas évident, parce que ça demande de reconnaître des choses en fonction des programmes de chacun. Ça demande à vouloir voir des choses qu'on n'a pas voulu voir. J'allais te poser la question, je l'avais noté, tu vois, je prends plein de notes. Tu parlais là des émotions et donc des blocages quand c'est déséquilibré ou qu'on n'a pas les bons programmes. Mais dans notre société, on sait aussi qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses dramatiques, voilà, parfois. Est-ce que à tous les niveaux, quand même, il y a des degrés, tu vois, parce que c'est vrai, quelquefois, on entend, j'ai encore entendu récemment, voilà, parce que le fait maintenant de publier, j'ai aussi des personnes qui viennent partager avec moi, je me dis, waouh, il y a des personnes qui ont vécu des choses terribles. Et c'est vrai que, alors les émotions, il faut les travailler, mais est-ce que la personne est prête à, je ne sais pas si on peut dire revivre, mais tu vois, pour justement, et combien de temps ça met, enfin voilà. Ouais. Alors, pour ces personnes qui ont vécu des choses terribles, moi j'ai remarqué des fois que, en fait, ces personnes qui ont vécu des choses difficiles, généralement, c'est celles qui ont le plus de facilité à surmonter les choses. Mais quand je parle des vraies choses terribles, c'est-à-dire des vraies maladies qui ont été programmées, où vraiment tout était contre la personne, qu'il y avait sur tous les plans, elle a vécu. J'ai vraiment rencontré des personnes qui avaient du karma, qui avaient des maladies linéaires, qui avaient des choses programmées, qui vivaient dans leur programme, qui en plus ont été victimes de magie noire, et vraiment tout ce qui est possible, toutes les choses possibles. Et ces personnes-là, c'était pour elles, ça me paraissait c'est comme si c'était facile. En fait, ces personnes-là qui sont le plus dans la difficulté vont vraiment faire des efforts les plus surhumains. Alors que d'autres personnes je rencontre, qui sont dans des cadres pas si compliqués, qui ont plein de facilités, qui n'ont pas de maladie, mais qui comprennent qu'elles ont des difficultés à avancer, à faire des choses, et qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Quand on compare, moi quand je compare certains cas. Voilà, cette même personne que j'expliquais en premier, qui avait des organes qui ont été enlevés, parce qu'en médecine, malheureusement, on dit que si ça va pas là, il faut enlever l'organe, etc., alors qu'on peut le régénérer, etc., etc. Et en fait, ces personnes-là font vraiment des efforts elles arrivent plus facilement à s'en sortir. C'est ça que je veux dire. Alors que ça dépend en état d'esprit. Pardon, je te coupe. Je ne sais pas si on peut dire ça, j'utilise les mots qui me viennent, et puis ce qu'on dit généralement, mais on n'est peut-être pas. En fait, c'est peut-être pas bien de dire on n'est pas au même niveau, mais tu vois ce que je veux dire, ça dépend du état d'esprit, peut-être de la force de vie ou de survie, je ne sais pas. La condition de chacun. Oui.
la condition de chacun, il y a la force de l'âme derrière. Il y a plein de facteurs, bien sûr. Il y a la force de l'âme, il y a la vocation de la personne. Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'elle ressent qu'elle doit surmonter tout ça pour pouvoir développer des nouvelles qualités, hein? C'est aussi en cela que je laisse la personne faire le travail d'elle-même, parce que je sais que quand elle arrive à comprendre les choses d'elle-même, à se surpasser, en fait, quand on se surpasse, quand on va chercher plus loin que l'on peut là maintenant, eh bien, on est obligé d'aller développer des nouvelles choses en soi. Ces nouvelles choses, ce sont des qualités. Ce sont des nouvelles qualités que l'on va rajouter dans son, je dirais, comment dirais-je, dans son palmarès. Dans son palmarès. Hein. C'est un peu comme une carrière, on va rajouter un titre en plus. Ben, en fait, là, c'est une qualité. Une qualité parce qu'on va s'être surpassé. Et en fait, cette qualité, ben, c'était prévu que l'âme, elle avait prévu que cette personne traverse ça, que ce sera difficile, que ce sera quelque chose que l'âme ne peut pas faire là maintenant, et que, enfin, dans les vies précédentes ou jusqu'à cette vie-là, et que là, c'est le moment. Là, c'est le moment, va falloir, ça va pas être évident, ça va pas être évident, il va falloir se surpasser. Et c'est en se surpassant que les nouvelles qualités naissent, et du coup, l'âme va pouvoir repartir avec ces nouvelles qualités-là. Les nouvelles informations sur le plan psychique. Oui, donc en fait, ça dépend de la personne, effectivement, d'un tout et voilà. Des conditions. Voilà, et puis après, il y a aussi les programmes qu'il y a derrière. Hein. Quand on parle de... Alors, le programme le plus difficile à vivre, c'est la victimisation. La victimisation, quand on se victimise de tout, quand on remet toujours la faute sur l'autre, que c'est le système, que c'est ceci, que c'est cela, qu'on va chercher toujours la faute à l'extérieur, le problème à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut régler le problème pour pouvoir le résoudre à l'extérieur. Que d'ailleurs, quand on va résoudre ça à l'intérieur, qu'on n'aura rien à faire à l'extérieur parce que ça va se faire de tout seul. Et de ce fait, il y a ce programme de la victimisation qui va aussi se relier à un autre programme qui est le rabaissement de soi. Ça veut dire que je me victimise, mais je suis nul, je suis mauvais, je ne suis capable de rien parce que je l'ai entendu toute ma vie et du coup, maintenant, je n'ai plus besoin des autres pour l'entendre, pour me le dire. Je me le dis moi-même, je suis nul, etc. C'est très inconscient. On l'entend dans la rue, la personne qui va s'insulter parce qu'elle a fait un truc, elle le dit, elle le dit. Et c'est devenu tellement banal, mais en réalité, c'est là que ça commence. Parce qu'on se programme le verbe, il est tellement puissant. D'ailleurs, pour expliquer aussi, hein, dans la Genèse, on dit Dieu créa d'abord le verbe, puis la terre. Mais c'est ça, sur le plan psycho-énergétique. Psychique, c'est la donnée, l'information qui va vivre grâce à l'impulsion énergétique, l'énergie qui va servir de support à cette information. Mais c'est le verbe, c'est la puissance de la pensée, c'est le verbe qui va venir, qui va sortir. C'est une énergie, le verbe. Un mot, c'est une énergie qui va servir de support à une information et qui va avoir une puissance dans ce champ de forme pensée, etc., etc. Et qui crée la matière. C'est-à-dire que grâce au verbe, on va impacter notre matière. Et ensuite, en fonction du plan, de la puissance psychique de tout à chacun, ça va agir plus ou moins fort sur soi et sur les autres. C'est pour ça que... Tout à fait. D'ailleurs, tu disais le verbe, mais les mots, et on le voit, tu parlais aujourd'hui, la société, il y a beaucoup de victimisation. Il y a deux choses que moi, je repère dans cette société qui sont compliquées. Il y a la victimisation. De l'autre côté, il y a un problème vraiment d'ego énorme. Vraiment, cet équilibre, c'est terrible. Et tu disais le verbe et on voit le poids des mots. On le voit à travers Internet, hein, le poids des mots, les gens qui sont cachés derrière leur écran et qui t'agressent avec des choses violentes. Et c'est vrai que ça peut affecter ou vraiment, c'est terrible. Ça aussi, c'est important. Ceux qui agressent comme ça, en fait, ce sont des gens qui sont dans la jalousie. C'est un réel programme, c'est de la pure rivalité. Et en fait, ils sont dans le jugement. C'est un programme, ça vit en eux, c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment réagir avec un jugement qui n'est pas équilibré, hein, et qui est réellement juste là parce qu'il faut le faire. Parce que ça vit en moi, donc je dois répondre à ça. C'est psychique, énergétique, c'est hormonal, ça monte et ça me contrôle. Ça me contrôle. Et ces programmes, il y a une petite différenciation avec l'ego quand même. Parce qu'en fait,
Ces programmes, ils viennent de traumatismes, ils ont évolué en différents programmes. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de culpabilité, si je peux rajouter, dans notre société. Beaucoup de culpabilité. Regarde, Valérie, je vais te montrer un exemple. Pourquoi la publicité, quand on montre une jolie femme qui a un parfum, la femme, on comprend, c'est un top modèle, elle a été choisie pour ça. Ça va générer quoi? Ça va générer de la culpabilité chez la femme. Oh, moi, et tout ça, c'est inconscient. Je ne suis pas aussi belle que cette femme-là. Et qu'est-ce qu'elle a entre ses mains? Elle a ce joli parfum. Ah, ok, si je veux me sentir aussi belle que cette femme, je dois avoir cet objet. Et du coup, je vais m'offrir cet objet-là pour soigner ma culpabilité. Bien sûr. Là, ça joue vraiment sur les émotions. Ça, on sait que le marketing, d'ailleurs, c'est travaillé très tôt chez les enfants. Le côté émotionnel est très voilà, pris en compte. Voilà. Mais toujours en appuyant sur cette culpabilité. C'est-à-dire que c'est devenu tellement banal, tellement normal de faire ça qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte quand les gens malades, qu'on les fait vivre dans la rivalité, parce que derrière cette culpabilité, il y a le programme de la culpabilité, il y a le programme de jalousie qui vient se rajouter, hein, qui nous font vivre dans cette rivalité. Bon, voilà, tout un programme, c'est assez complexe. Et ça s'explique, tout ça, ça s'explique. Donc voilà. Mais pour faire ce contraste avec l'ego, l'ego aujourd'hui, il est décrit, il est dépeint sous tout plein de formes différentes. On l'étudie en psychologie depuis des années. Il est présent partout, hein. Il y a plein de philosophes qui en parlent. Il est vraiment, des fois, il est critiqué, il est tiraillé, on dit qu'il faut tuer l'ego, on pense qu'il n'a pas d'importance, on pense même qu'il est irréel, qu'il n'existe pas, que c'est quelque chose qui est inventé. Et pourtant, il est très présent en spiritualité. Il y a tous les grands philosophes qui en parlent, même les illuminés qui en parlent. Et en fait, derrière cet ego, il y a vraiment quelque chose de très métaphysique qui existe, qui rentre comme une pièce maîtresse dans ce mécanisme, dans cet algorithme, mais sur le plan subtil chez l'être humain. Et c'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment important de lui redonner un cadre. Parce qu'en fait, cet ego, il est venu, il a été créé par l'âme. C'est l'âme en fait qui l'a créé, cet ego. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en lien direct avec notre âme à l'intérieur de notre corps. L'ego, il a été créé par l'âme. Je vais t'expliquer, Valérie. L'âme, pendant la période de gestation, elle a eu un travail à faire, une sorte de mission qui a duré 9 mois. Elle a été chercher des informations sur le plan génétique, sur le plan des vies précédentes, sur le plan karmique, sur plein de plans différents. Elle a été chercher plein d'informations, plein de codes. Et parmi tout ça, elle s'est dit, ah bah tiens, je vais naître dans ce monde-là, au milieu de parents comme ça, dans cette société-là. C'est-à-dire qu'il va falloir suivre un modèle, suivre telle chose. Et ben moi, j'ai des qualités à développer. Je cherche à monter quelque chose, à créer quelque chose de plus, à développer. C'est toujours la mission de l'âme, c'est de développer quelque chose dans tous les cas. Et du coup... L'expansion, quoi, c'est ce qu'on dit avec l'univers. Ça oui, parce que cette âme, il n'y a pas de définition à donner précise sur l'âme, mais moi, j'ai quand même ma définition, c'est que j'aime l'appeler l'âme, c'est une particule autonome, une particule divine autonome détachée du divin. Particule divine autonome. C'est une bonne description, je trouve. Qui va vivre son expérience, voilà, détachée du divin le temps d'une vie humaine. C'est ce que je lui dis. C'est vraiment une particule divine. C'est une particule qui est issue du divin, de l'univers. Et du coup, cette âme, elle a sa mission. Et du coup, pour pouvoir interagir dans ce monde-là, elle va pourvoir ce petit corps, cet algorithme. Hein. Du coup, l'algorithme, c'est vraiment tout ce qui comprend le plan énergétique, psychique, tout ça. C'est vraiment toutes les informations. Cet algorithme... il a besoin d'une fonctionnalité pour vivre, pour pouvoir s'imposer. Et du coup, l'âme, elle va aller chercher toutes ces informations dans les vies précédentes, etc. Et elle va ramener 3 choses principales. 3 choses. Ce sont les qualités, la personnalité et l'intellect.
les capacités cognitives. C'est pas l'intelligence, attention. C'est les capacités cognitives. Et elle va trouver l'emplacement pour enregistrer toutes ces informations-là sur le plexus solaire, au niveau du plexus. Donc, il y a l'intellect, les capacités cognitives, et puis... Les qualités, la personnalité et la... Et ces trois informations-là, l'âme va créer une symbiose pour créer un programme. Et ce programme-là, ça va s'appeler l'ego. Et l'ego, il va être là pour s'imposer dans la vie. Et juste à ce niveau-là, il est équilibré. Il est équilibré parce que grâce à cet ego-là, il va se dire, bah, je vais pouvoir utiliser mes qualités, grâce à ma personnalité, je vais pouvoir m'imposer et je vais apporter mes qualités. Et grâce à mes capacités intellectuelles, je vais savoir comment faire tout ça pour pouvoir amener mon expérience de vie, pour pouvoir créer cette interaction avec le monde, pour pouvoir amener ce que je veux faire et surtout pouvoir, en interaction, recevoir ce que je dois vivre aussi dans cet univers, dans ce grand algorithme. Ce petit algorithme qui est notre être humain, au cœur de ce grand algorithme, le monde dans lequel on vit. Et donc, cet ego, il est présent, il est utile pour ça. Il est exceptionnellement important pour pouvoir répondre à sa vocation. C'est ça, en fait, le but de l'ego, c'est répondre à la vocation. Entre parenthèses, la vocation de l'être humain, elle est enregistrée en tant qu'information psychique sur le 5e centre énergétique, le centre de l'expression, ici. Notre vocation, elle est enregistrée ici. Et donc, l'ego, il est là pour pouvoir répondre à notre vocation. Il va tout faire pour pouvoir répondre. L'ego, il sait ce que c'est notre vocation. Et en fait, quand l'âme, elle a fait son boulot, elle a ramené toutes les informations, paf, petit coup de baguette magique, tac, l'ego, il prend forme, il y a la naissance, et déjà, là, il y a un petit traumatisme pendant la naissance. C'est long, je ne peux pas en parler maintenant, mais parce que c'est aussi tout un panel d'explications. Mais l'âme, elle se met de côté. Enfin, ok, petite nuance. On n'est pas... l'âme, elle n'a pas un emplacement spécifique. Elle a sa source, qui est un endroit très précis. Mais on vit dans l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme, c'est tout notre algorithme. C'est tout ce que l'on est qui crée cet algorithme, mais en plus, cet hologramme que l'on est, qui prend une forme physique grâce à un programme constructif qui est présent sur le premier centre énergétique, qui fait qu'on ressent cette densité, que l'on vit dans cette densité, dans cette matière. Mais en réalité, on a un hologramme, l'hologramme de notre âme. Et elle se met sur le côté, je dirais, entre parenthèses, pour laisser le travail à l'ego. Et elle laisse faire. Là, elle dit, là, j'ai ramené tout ce qu'il fallait, maintenant, c'est à l'ego de faire le reste du travail. Et l'ego, bon, peut-être que d'autres personnes l'ont ressenti, mais l'ego, je le ressens chez la personne, quand je travaille avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a le plexus solaire qui est là, ok? Le plexus solaire, il est juste là, et l'ego, je le ressens juste sur la droite, légèrement sur le côté, ici. Mais vraiment. C'est-à-dire que quand je touche une personne qui a un fort ego, c'est là que je le ressens. Vraiment. Mais même pour qui que ce soit, ça touche l'ego. Quand j'explique que ça vient d'un déséquilibre de ceci, de cela, ben, l'ego, il est touché. Parce qu'il y a une volonté derrière, il y a le souhait toujours de répondre à sa vocation, de se trouver, de comprendre qui on est, de savoir ce que l'on veut, parce que quand on sait qui on est, ensuite on sait ce que l'on veut dans la vie. Et donc, l'ego, il est primordial pour ça. Et tant qu'on est équilibré, on sait exactement ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. C'est-à-dire, on sait quelle ligne directrice suivre. Qu'on soit sur le plan physique en termes de vocation, qu'on soit sur le plan de l'impulsion, qu'on soit sur le plan du pouvoir, ou de l'amour inconditionnel et de l'empathie. On sait ce qu'on veut tant que c'est déséquilibré. Mais il y a la société qui arrive derrière, il y a l'éducation, il y a les différents traumatismes, toutes les peurs, toutes les abandons, toutes ces choses-là que l'on vit qui vont créer un premier déséquilibre. Et en fait, il y a souvent, ok, ça arrive une fois, des fois ça arrive une deuxième fois, mais ça arrive aussi de manière répétitive, le même traumatisme, le même problème. Et quand ça se répète, eh bien, l'être humain qui a son ego, là, il ne peut plus imposer sa version. C'est-à-dire qu'on lui impose quelque chose à cet enfant. On lui impose une version, on lui impose un idéal,
on lui impose quelque chose qui ne correspond pas à qui il est. On lui dit, tu dois faire des mathématiques et tu iras étudier, faire des grandes études. Et l'enfant, il veut juste toute sa vie se promener dans la nature et apprendre la Ah, musique. c'est vrai. Ah, ça, c'est terrible ce que tu dis là, parce que encore maintenant, moi j'ai une grande fille et donc nous, on la laisse, elle veut, voilà, c'est une artiste depuis qu'elle est toute petite, elle veut faire de l'animation cinématographique, donc on l'accompagne sur ce chemin. Et tu vois, on a en face des scolarités en fait qui eux disent oh il faut peut-être voir d'autres orientations et je disais à un autre coach la dernière fois un livre que j'avais lu qui était j'ai plus l'auteur mais c'est Changer de vie. J'avais trouvé à une bibliothèque quand je travaillais à un moment de ma vie en mairie. C'est passionnant ce livre et en fait c'est plein d'expériences de personnes qui ont été obligées par des conditions familiales etc. À faire donc tel ou tel métier. Et je me souviens d'un exemple, je le cite souvent parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. C'est un monsieur qui travaille dans la finance avec un bon cadre de vie supérieur, social, etc. Mais il avait fait ça parce qu'il avait été obligé par sa famille. Et son rêve à lui, et j'adore cet exemple, c'était d'être coiffeur, tu vois, rien à voir. Et un jour, il a craqué à plus de 30 ans, il a tout lâché. Donc, évidemment, il a perdu son statut social et financier, parce que pas les mêmes revenus. Sa nana, je le dis toujours comme ça parce qu'il l'écrit comme ça dans l'a quitté. Il a perdu des amis, mais par contre, il explique, et c'est ça ce livre, qu'il n'avait jamais été aussi heureux de sa vie, même s'il était retombé dans un petit studio et tout. Et moi, je trouve ça génial. C'est qu'à un moment, tu te trouves, en fait, tu te trouves vraiment avec toi-même. Voilà. Exactement. Et je ne vais pas dire que ça fait pas mal, hein, les retours des autres, mais finalement, tu es tellement en harmonie avec toi-même que ça te glisse beaucoup plus dessus. Et ça, c'est fantastique. Ben oui, parce qu'on est, on est dans cette. Quand on retourne vers l'équilibre, on va générer une nouvelle énergie. Hein. Chaque centre énergétique va retrouver son propre équilibre, qui vont créer un équilibre global énergétique. Et en fait, le corps énergétique, il sert à quoi? Eh ben, il fait office, je dirais, d'aimant, comme un gros aimant en fait que l'on est. Et en fait, quand on est qu'on soit équilibré ou déséquilibré, en fait, cet aimant, il va attirer à soi ce qui nous correspond. Ok, ça c'est clair. Mais en fait, ce qui nous correspond, c'est tout ce qui est dans notre algorithme. C'est aussi bien les déséquilibres, les programmes que ce que l'on est, sur le plan de l'ego, des qualités, de notre vocation, toutes ces choses-là. On va attirer tout cela à soi, mais de manière des fois complètement mélangée. Si on est mélangé à l'intérieur, on attire ça à soi. Et ça, en fait, c'est ça l'attraction, le pouvoir de l'attraction. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans le déséquilibre, avec ces programmes, tout ça, on va attirer que des choses déséquilibrées, qui ne nous correspondent pas, qui ne nous apportent pas de bonheur. Et le jour où on comprend qui on est, on comprend ce que l'on veut, on retrouve l'équilibre psychique, ça influe ensuite sur le plan énergétique, et ce plan énergétique va créer cette magnétisation qui fait qu'on va attirer à soi ce qui nous correspond. Et les personnes qui vont nous venir vont être des personnes qui nous correspondent de plus en plus en fonction de notre avancée. Et donc, quand on est entouré des personnes qui nous correspondent dans notre équilibre et que l'on fait ce que l'on veut, sur le plan professionnel, familial, toutes ces choses-là, et qu'on sent que grâce à tout ça, on répond à notre vocation, eh ben, on tend vers le bonheur, on tend vers la joie. Mais c'est vraiment une joie intérieure, un bonheur intérieur. Il peut s'exprimer par des petits moments de manière plus joyeuse, certes, mais c'est une constance. C'est une constance que l'on garde à l'intérieur de soi qui fait que, quoi qu'il arrive, tout va bien. Tout va bien. Oui, alors est-ce que ça s'entre... Justement, comme on vit dans une société quand même assez compliquée, hein, où il y a beaucoup de paramètres négatifs, là, faut le dire, est-ce que ça s'entretient même si on a trouvé cet alignement? Absolument. Tu vois, parce qu'on apprend toute la vie et... On est, alors quand les personnes elles sont dans l'alignement, dans le bonheur, il n'y a plus, toute cette négativité. On la voit plus. Elle ne nous touche plus. C'est ça en fait. C'est ça. C'est-à-dire que le côté magnétisme n'attire que ce que l'on a envie de connaître, de vivre maintenant. Vraiment, on sait filtrer tout ça et ça se filtre automatiquement. Ces personnes-là, elles voient plus tout ce qu'elles n'ont plus besoin de voir ni de connaître, qui ne leur sert pas à elles.
réellement. C'est-à-dire qu'elles se sont débarrassées des choses, et c'est là la nuance, elles se sont débarrassées des choses qui les font vivre, qui les faisaient vivre dans leur programme destructeur, qui nourrissait cette symbiose destructrice de programmes, de déséquilibre psychique, énergétique, hormonaux, tout ça. Et du coup, qui nourrissait cet ego aussi. Et d'ailleurs, pour l'ego, quand j'expliquais les programmes, il y a des programmes qui sont issus de la vie, qu'on reçoit de l'éducation, etc., etc. Et en fait, ça va créer cette symbiose, voilà, déséquilibrante qui va qui va continuer toute la vie. Et il y a ensuite l'ego qui va vouloir créer sa zone de confort. Et là aussi, c'est encore une nouvelle nuance, c'est-à-dire que l'ego, c'est bien, on a compris, on veut se rééquilibrer, mais en fait, il y a un moment, il y a un point pratiquement de non-retour, je dirais, mais on peut toujours revenir dessus. Mais là, un point de non-retour plus compliqué, mais vraiment, où c'est beaucoup plus compliqué. Où en fait, on est tellement dans ces déséquilibres-là, on les est tellement établis dans notre vie, c'est tellement ancré en nous, inscrit et gravé, que l'ego, il a donné les clés, je dirais, à cette chose qui a pris vie en nous pour continuer à vivre dans le déséquilibre. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'ego, il sait même plus ce que c'est que sa vocation de vie. Il est même plus, il a oublié. Est-ce que c'est ce que tu appelles, je suis allée lire sur ton site, je suis allée voir les vidéos, les subpersonnalités? Est-ce que c'est ça? Exactement. C'est ça? Exactement. Ce sont les subpersonnalités. Parce qu'en fait, pour revenir à cette idée que quand on est enfant, qu'on ne répond plus à sa vocation de vie, on nous confronte à des choses, qu'on nous cadre alors qu'on voudrait voir une bulle bien ronde, on nous met dans une boîte carrée, eh ben on est confronté, l'ego il est confronté, et c'est répété, répété. Il y a des parents qui vont être là à rabaisser, il va y avoir des maîtres d'école ou des maîtresses d'école qui vont rabaisser l'enfant, qui vont diminuer, et ça va se répéter, se répéter, se répéter. Ça, c'est terrible. L'ego, il est frustré, il est extrêmement frustré, il est détruit, l'ego. Et du coup, l'ego, il n'a qu'une seule... pour s'en sortir, il a des outils qui le servent au début, c'est de créer des subpersonnalités. Et les subpersonnalités, pour revenir, elles viennent, quand je les sens, pareil, je les ressens chez la personne, il y a le plexus solaire qui est là. Ok, le plexus solaire, c'est le centre, il est là, mais le plexus il peut prendre une grande ampleur. Hein. Mais c'est là que le plexus solaire, l'ego, il est juste sur la droite, et les subpersonnalités, elles se mettent juste de l'autre côté, un petit peu sur l'arrière. Il peut y en avoir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers. Et ouais, des milliers. Parce qu'il y a des programmes principaux. Ok, il y a des programmes principaux qui ont grandi. Mais en fait, ces programmes-là, ils vivent grâce à quoi? Grâce à ces subpersonnalités que l'ego a créées. Et ces subpersonnalités, c'est l'ego qui les a créées. Enfin, l'ego, il a créé ces subpersonnalités pour pouvoir se défendre. Parce qu'en fait, ces subpersonnalités, elles font ressortir des masques, comme ça, pour pouvoir se défendre tout de suite. C'est-à-dire, au quart de tour, on fait une remarque, la personne, elle va bien, et d'un seul coup, elle fronce les sourcils. Oui, c'est vrai. Une petite mimique qui est instantanée. Et en fait, c'est là que il y a la personnalité qui est dans l'ego, qui était là, tout va bien. La personne était bien, elle était dans l'équilibre. Et d'un seul coup, on lui fait une remarque et tac, la personne. Les traits du visage changent, oui, oui. Elle se détache de son ego, et c'est la subpersonnalité qui, à la base, était là pour défendre l'enfant en faisant. Cette subpersonnalité, à la base, elle venait en aide pour pouvoir défendre l'enfant de cette frustration, de ce rabaissement, de cette culpabilité, de tout plein de choses. La subpersonnalité, elle était là pour le défendre, pour pouvoir mettre un masque. Sauf que ces subpersonnalités-là, à mesure que ces situations se sont répétées, elle a pris place, je dirais, elle a pris ses quartiers sur le plexus solaire pour pouvoir s'installer durablement. Parce que l'ego, il a dit j'en ai marre de te créer, de t'enlever, etc. Je veux que tu restes sur du long terme parce que j'ai besoin de toi pour me défendre avec ce masque. C'est un outil de défense, du coup. Voilà. Oui, ces subpersonnalités, à l'origine, l'ego, il les a créées pour pouvoir se défendre des situations frustrantes, désobligeantes, rabaissantes, culpabilisantes, victimisantes. Et du coup,
il a vraiment, l'ego, il a créé ses subpersonnalités pour se servir de bouclier grâce au masque. C'est-à-dire que d'un seul coup, s'il y a quelque chose qui est frustrant pour l'ego, eh ben, ça va permettre de mettre un masque pour pouvoir se protéger et radoucir, je dirais, hein, tant que faire se peut, ces douleurs, du coup, au niveau de l'ego, mais qui sont traduites voilà, par le plan psycho-énergétique et hormonal, etc., etc. Donc ça va générer des émotions. Eh bien, ça va permettre de protéger. Sauf que, eh bien, il y a des programmes qui sont reliés à ça. Ok, il y a les programmes que je cite depuis le début, mais aussi ces subpersonnalités elles vont se diviser, elles vont se multiplier, je veux dire, elles vont se multiplier en fonction des situations, en fonction des personnes que l'on a en face de nous, du type de personne, en fonction du caractère. Parce que quand on le ressent, on a cette sphère psycho-énergétique avec beaucoup de choses inconscientes que l'on peut transmettre quand on est dans le pôle énergétique de quelqu'un. En fait, on se transfère des informations, beaucoup. Oui, ça j'ai Moi, vu, on échange des énergies. je les ressens énormément. Des fois, il y a des personnes qui discutent à côté de moi. Je dis rien et je comprends ce qui se passe sur le plan inconscient. Beaucoup plus que parce qu'elles disent sur le plan du langage. C'est-à-dire que ah, ça, c'est issu de tel ou tel programme parce que je ressens ça chez la personne, etc. etc. Et, euh, et du coup, il y a ces programmes, ok, il y a ces entités. Sauf que, enfin, ces entités, ces subpersonnalités. Mais le réel problème, c'est qu'en fait, les situations se sont répétées et du coup, elles ont grandi en la personne. Elles ont grandi dans l'inconscient. Ces subpersonnalités, elles sont conscientes. Elles n'ont pas d'inconscient. Donc, on a des subpersonnalités 100% conscientes qui vivent dans notre inconscient, qui fait partie de 95% de notre esprit. Les 5 à les 10% restants, c'est la partie consciente. Ces subpersonnalités ont grandi en nous, donc elles ont appris tout de nous, elles nous connaissent par cœur, elles ont développé leur propre conscience, vraiment, elles sont très très conscientes, et elles savent nous maîtriser, c'est-à-dire qu'elles nous manipulent par le biais de notre ego pour continuer à nous faire vivre dans nos programmes. Et en fait, ce sont des programmes destructeurs qui nous font vivre dans la survie. Et ça, c'est là le maître mot, c'est-à-dire la survie. D'où certaines réactions qu'on a derrière. Alors, et c'est là qu'il faut comprendre, la survie face à la vie. C'est-à-dire que quand on est équilibré, on fait la vie. Quand on est déséquilibré, qu'on vit en fonction de ses subpersonnalités, de ses programmes et d'un ego déséquilibré, on est dans la survie. Parce que l'ego, il est dans sa zone de confort. Et on répond qu'en fonction de ces mécanismes-là destructeurs, qui sont issus de ces pensées qui viennent de ces subpersonnalités. C'est-à-dire qu'en fait, on a un choix. Comment ça se passe, un choix? Là, un exemple. On a un choix à prendre. Le choix, on l'a analysé avec le cerveau, etc., etc. L'information, elle descend sur le plan au niveau du plexus solaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un choix à prendre, c'est fait pour quoi? C'est pour voir, ah, j'ai eu un choix similaire précédemment dans ma vie, ça a généré quoi comme émotion? En fonction de l'émotion, je saurais quel choix prendre. En fait, tous nos choix sont pris à partir de là. C'est-à-dire que, ah, ça a généré une bonne émotion, tac, je sais quoi. Oui, je dis oui. Ah, c'était pas grave, je dis non. Tout simplement comme ça. Ça se fait comme ça. Sauf que, il y a des choix, beaucoup de choix, que l'on fait, qui ne sont pas issus de ça directement, mais qui sont issus de l'analyse de ces subpersonnalités-là, qui vont passer par l'ego. Comme je disais, elles sont juste derrière, c'est-à-dire que notre cerveau, qui est relié par un canal énergétique très puissant, notre cerveau avec la glande pinéale qui est juste au milieu des deux hémisphères, hein, qui est un petit peu la tour de contrôle de tout ce qui se passe, elle va recevoir l'information et elle ne voit pas que c'est quelque chose qui est derrière l'ego qui maîtrise tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego, il a choisi ça en étant manipulé par les subpersonnalités qui ont la main mise sur tout, parce qu'elles se sont tellement développées qu'elles ont vraiment une puissance derrière, parce qu'elles imposent des mécanismes de survie. Elles prennent le contrôle. Voilà, le contrôle. Pourquoi le contrôle? Parce qu'elles ont tellement grandi que elles ont développé leur propre intérêt. Et c'est là que c'est intéressant à entendre. Elles ont développé leur propre intérêt de survie pour nous faire vivre voilà, dans cette survie. Et du coup, ça va se traduire comment? On a le choix qui descend. C'est un choix quelconque. On a
On fait le premier choix. Ah, j'ai une première intuition, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah, ça me paraît bien. Puis ensuite, on va continuer à penser. À penser. Et si je faisais comme ça? Et si je prenais ce choix-là? Et si, en fait, je faisais pas un peu comme ça, un peu comme. Et on mélange un petit peu tout. Et en fait, ce qui nous fait mélanger tout ça, les pensées qui viennent, qui suivent, ce sont ces subpersonnalités qui ont la puissance d'interagir avec notre cerveau pour nous imposer leur propre choix. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on fait un choix qui, au premier abord, bah ok, on va voir ce que ça va donner. C'est intuitif, du coup, si c'est le premier qu'on écoute. Oui, mais on ne prend pas le premier, du coup. On va prendre le Oui, second. c'est vrai. Souvent, c'est vrai. Et du coup, le premier choix qui est toujours très souvent le meilleur, mais c'est pas toujours celui qu'on suit, parce qu'il y a ces subpersonnalités qui nous disent oh, peut-être qu'on ferait comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, on se rend compte que c'était pas le bon choix. On se rend compte que c'était pas le bon choix. Ça va générer quoi en nous? Bah, de la frustration, qui est une énergie qui va venir se générer en nous, monter en nous et venir nourrir ces subpersonnalités. Parce qu'elles se nourrissent de ça, de cette énergie négative, pour continuer à grandir en nous. Parce que leur seul objectif, c'est la survie. Leur seul objectif, c'est de vivre en nous comme des parasites, de vrais virus psychiques, sur le plan psychique. Des vrais virus. C'est bien décrit, c'est vraiment clair. Et c'est vrai que quand on fait déjà ce premier choix intuitif, moi pour l'avoir vécu, même si souvent on prend le deuxième, le troisième, les je ne sais pas combien, ça fonctionne toujours. Oui. Ce premier choix intuitif, c'est terrible. Non, mais à 100%, on ne peut pas remettre en question. Même si on se dit, c'est pas possible que je m'écoute ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça va ça. Au final, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il peut se passer tellement de choses. On a fait ce premier choix en se disant, oh là là, j'ai peur de ce qui se passe. Et au final, ça se passe bien. Ah oui, c'est vrai. Alors qu'on prend un choix, le deuxième choix, où on sait plus ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a moins confiance en l'univers, parce qu'on sait plus avec l'intellect vraiment ce qui va se passer. Il y a moins d'inconnus, mais en réalité, le fait qu'on ait moins d'inconnus va montrer qu'on a moins confiance en l'univers, un petit peu, c'est un petit peu comme ça qu'on peut dire ça. Du coup, on n'écoute pas notre premier choix. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'on comprend que ce n'était pas le bon choix, on va perdre du temps, on va perdre de l'argent, on va générer des émotions, il faut prendre tout ça. Et aussi, sur ce point-là, de perdre de l'argent, ça va nourrir aussi des entités. Autour de nous, à l'intérieur de nous, tout ça, des choses parasitaires. Tout ça, c'est en fait des parasites qui nous font vivre dans la survie, qui nous font vivre dans la peur. La peur aussi, qui est générée aujourd'hui dans notre système, elle est faite pour continuer à faire vivre ça en nous. Ah oui, et puis sans rentrer, sans s'écarter trop, parce qu'effectivement, c'est vrai que le système, avec même sur l'alimentation, sur tout ce qui est fait sur la télé, surtout, on pourrait dire c'est un système qui est vraiment basé, en tous les cas, c'est ma croyance aujourd'hui, sur l'émotionnel. Vraiment. C'est terrible, mais on se rend compte que tout fonctionne beaucoup plus que sur le matériel. C'est au second plan, en fait. Le plaisir à court terme. C'est-à-dire, vraiment, oui. On n'est pas bien, le mal-être est généré en la personne, on génère un mal-être, on génère un état de survie, hein, les subpersonnalités, tout ça. On le souligne, on le surligne, on le remet bien devant la personne que on n'est pas bien. C'est comme ça que ça marche, une technique marketing, c'est générer le mal-être en la personne pour pouvoir proposer une solution. Et du coup, la solution de consommation. Consommation court-termiste qui va générer des émotions qui font qu'on ne va pas aller chercher les choses plus loin. Les choses plus loin, c'est-à-dire comprendre qui on est, faire un développement de moyen terme, long terme, sur toute la manière dont on est composé, ces choses-là, quoi. Et du coup, non, c'est plus facile. J'ai reçu des émotions là maintenant. Pourquoi j'irai plus loin? Alors que le travail personnel, oui, c'est dur, on se fait du mal, c'est vrai, on se fait du mal des fois. Il faut aller chercher chez soi, bouger un petit peu, ses ordures en soi, aller faire un nettoyage, c'est pas agréable, il faut aller dépoussiérer. Oui, c'est pas évident. Et c'est pas évident, c'est pas agréable, ça fait mal des fois, c'est vrai. D'où l'intérêt d'être accompagné, en fait, quand il y a des choses qu'on peut pas faire. Voilà, absolument, pour alléger tous ces mécanismes-là, pour que ce soit plus souple, pour être moins dans l'inconnu aussi, hein, pour avoir vraiment des bonnes pistes éclairées, vraiment voir le chemin. Et du coup, c'est vraiment
Est-ce qu'on pourrait dire que les subpersonnalités, en faisant encore un parallèle comme je l'ai fait plusieurs fois, ça pourrait être appelé trouble de la personnalité qu'on appelle dans le corps médical, pour peut-être à certains niveaux. Est-ce que ça pourrait être ça à une certaine échelle? Oui. Oui, 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 oui. Les personnalités, en fait, tout ce qui est, il y a de la schizophrénie aussi, il y a tout plein de choses. Mais il y a, il y en a qu'on appelle des personnes schizophrènes, mais qui sont totalement manipulées par ces subpersonnalités. Et il y a de vrais schizophrènes chez qui une réelle entité vit. Et là, c'est différent, c'est encore autre chose. D'accord. C'est plus compliqué, je dirais, je sais pas. C'est vraiment, on est dans le noir. Oui, oui. Donc, non, mais je voulais voir s'il y avait un petit parallèle justement avec des choses mais le trouble de la personnalité, c'est ça. C'est-à-dire que la personne ne sait pas qui elle est perdue. Il y a des choses qui vivent en elle. Elle entend des voix. Et ces voix-là, ce sont ces subpersonnalités qui lui parlent, qui lui disent de faire telle ou telle mauvaise chose, d'aller casser des choses, d'aller faire. Et les personnes qui s'écoutent à faire ça, c'est vraiment des personnes qui se sentent possédées, mais dans le côté linéaire de la chose, qui ont fait qu'il y a eu un traumatisme et que ça a fait grandir ça en soi. Hein. Là, quand je disais possédé, là, le mot possédé, c'est aussi valable pour le côté schizophrène avec cette entité qui est à l'intérieur. Là, ok, vraiment possédé. Mais il y a voilà, aussi cette variante-là qui est réelle, et qui peut prendre des proportions impressionnantes. Hein. Par exemple, très bon exemple, les violeurs, les truands, beaucoup de ces personnes-là, c'est des personnes qui sont possédées pendant un instant, qui avaient déjà un terrain fragile avec des subpersonnalités qui allaient dans ce sens, et pendant un laps de temps, bah, toutes ces subpersonnalités, elles vont ouvrir une porte à une entité pour aller posséder l'être, pour l'amener à faire quelque chose de monstrueux, Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas cette personne, ce n'est pas cet être-là. Même la plupart des personnes ne se reconnaissent pas oui, ça, on a déjà vu. Il y a un total décalage après. Voilà. Elles ne se reconnaissent pas. Elles se disent, mais qu'est-ce que c'est? Et voilà, en fait, c'est cette ouverture qui se crée un moment, qui fait que, paf, la personne, elle va être amenée à faire un homicide, un meurtre, etc. etc. Et c'est triste à dire, mais c'est la réalité des choses. C'est la réalité. Et est-ce que justement, donc au niveau de ces subpersonnalités, parce que c'est ce qui doit créer ces déséquilibres, les mal-être dans la société, on est voilà sur la chaîne Happy & Bio de bien-être, c'est pour en parler aussi. Est-ce qu'on peut arriver justement avec ces reprogrammations, ce que toi tu proposes aussi, donc je mettrai toute la description sous la vidéo pour que les personnes puissent aussi venir découvrir ton travail et au contraire prendre contact avec toi, ce que je vais faire moi aussi, ça m'intéresse tout cet univers. Est-ce qu'on peut vraiment justement les faire disparaître, rééquilibrer pour que les personnes prennent... J'aime pas trop le mot possession, moi j'ai un peu du mal parce que posséder, c'est... Mais non. Tu vois, même en matériel, j'aime pas trop, mais plutôt reprennent leur vie, tu vois. Voilà, prendre de sa vie, prendre connaissance de tous ces schémas, de tous ces programmes, en fait, ça commence par là. C'est-à-dire, moi, comment je fais, voilà, c'est vraiment, j'explique de fil en aiguille. Alors déjà, j'explique pas à la personne de but en blanc quel programme elle a. Ça, c'est pas comme ça. Ça doit faire peur. On parle de la vie, de la personne, on retourne un petit peu dans le passé, enfin complètement dans le passé, on va jusque dans l'enfance, et ensuite on retourne dans l'enfance, et de l'enfance on revient aujourd'hui. Donc en fait, je fais un aller-retour comme ça, parce que moi, ça me permet de découvrir la personne, et ensuite de faire le retour, ça me permet de vraiment conclure qu'on en est arrivé là aujourd'hui. C'est issu de ça, et je commence à faire une ouverture sur les programmes, à expliquer ce qui se passe sur le plan psycho-énergétique, etc. Et j'ouvre, je vais de plus en plus loin, et ensuite j'explique comment tel ou tel programme s'est développé en la personne, ce que ça a fait, que ça a généré en elle. Sur le coup, la personne, elle n'est pas toujours... elle est en face de moi, elle est là juste là à répondre directement à mes questions, à essayer de suivre ce que je dis, mais c'est pas tout de suite que la mémoire revient sur
tout ce qui s'est passé dans la vie. Et en fait, après chacune des séances, je fournis des fiches techniques qui expliquent de manière très succincte le fonctionnement d'un programme, le fonctionnement de la peur, le fonctionnement de l'ego. Ce sont des fiches techniques qui sont, que je fournis pour pouvoir prolonger le travail. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, je ne peux pas les expliquer en une seule séance. Parce que c'est toute la vie de la personne. Et je fournis ce qui correspond à la personne. En fonction des programmes, l'ego, si elle doit comprendre l'ego jusqu'au bout, si c'est une personne qui vit dans la peur, si c'est une personne qui vit dans l'abandon, toutes ces choses-là. Les centres énergétiques, comment ils fonctionnent. Si la personne elle a un gros déséquilibre sur un centre, je vais lui fournir la fiche qui correspond à ce centre. Voilà, ce centre énergétique. Et donc, ça permet à la personne, elle est avec moi, elle a compris tout l'ensemble de l'enjeu, de ce qu'elle a vécu, de ce qui est en elle, ce qui vit en elle, ok. Ça lui permet déjà de prendre conscience. Et déjà, je lui donne des clés. Et très, 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 très souvent, la personne, à la fin de la séance, elle a déjà commencé à utiliser ces clés. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait un... Bon, de toute manière, quand j'ai un échange avec la personne, il y a déjà un soin qui se fait, qui s'opère. C'est-à-dire que juste en parlant avec la personne, je la reprogramme. C'est-à-dire que je corrige des manières de dire. Je dis, attention, quand vous dites ça, ça vous impose de vivre comme ça. Ah oui, bah oui, vous avez... Pardon de te couper, c'est peut-être la différence. Alors, j'aime bien faire des parallèles, c'est vrai, sans jugement, hein, mais c'est effectivement les personnes qui vont venir revoir aussi, même en replay, peuvent avoir ce genre de questions. Quand je les pose. Est-ce que justement, ça peut être la différence avec quand des personnes vont faire un suivi en psychothérapie, etc. Je parle pas de maladies plus éloignées, si on les appelle les maladies, mais voilà, le fait qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place et c'est pas simplement la personne qui parle sur un fauteuil, parce qu'aussi c'est aussi l'image qu'on s'en fait. Hein, oui. Beaucoup. Est-ce que c'est ça la différence justement C'est amorcé. J'ai pris l'habitude qu'en fait, allez, 95% des fois, la personne qui vient me voir, c'est qu'elle est prête. Elle est prête à faire cette démarche et elle est prête à aller jusqu'au bout. Des fois, il va y avoir un moment où il va y avoir une grande pause. La personne ne va pas revenir vers moi pendant 3-6 mois. Et puis, d'un seul coup, elle va revenir, elle va s'y remettre. Mais je sais que la personne est prête. C'est pas je viens, je vais tester ce que ça donne. Je n'ai jamais connu ça. Jamais. Je sais jamais pour essayer. C'est que la personne, ça y est, ça lui a parlé. Ce que je fais, ça lui a parlé. C'est ça qu'elle a besoin. C'est ça qu'elle a besoin pour vraiment s'en sortir, pour vraiment. Oui, parce que sinon, c'est pas possible. Si la personne est fermée, voilà. C'est pas du tout possible. Oui, bien sûr, c'est pas possible. Et moi, je force pas. La personne, je lui dis, je ne forcerai jamais qui que ce soit. Et si elle n'est pas prête, Tu le sens du coup. Si une personne n'est pas prête, tu vas le sentir. Absolument, absolument. Et puis j'ai différentes personnes. J'ai des personnes qui sont totalement dans la spiritualité, qui se disent même trop dans la spiritualité. Puis j'ai des personnes très, 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 très cartésiennes, comme je l'étais il y a 10 ans. Faut expliquer. Et du coup, j'ai un autre discours, j'ai un autre langage. Et ça correspond en fonction de chacun. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'en fait, la personne, elle peut être autonome, encore une fois. C'est-à-dire que je fournis les choses, je fournis le schéma principal, je propose à la personne d'enregistrer la séance, comme ça, elle voit un petit peu les différents cheminements à prendre pour pouvoir reprendre un chemin général. Et puis ensuite, elle a ses petits outils à côté pour être autonome. Et j'explique les manières de travailler, comment vous utilisez ces fiches, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, parce que j'ai pris l'habitude de savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de souvenirs qui remontent après. Ok, la séance, elle est terminée. Maintenant, on est tout chamboulé, on essaie de reprendre pied à terre, etc., etc. Et la personne, elle commence à étudier les programmes chez elle, à comprendre ce que c'est, comment elle fonctionne. Elle redécouvre un monde. Il y a un nouveau langage à adopter, il y a plein de choses. Et du coup, il y a plein de souvenirs qui remontent. Et moi, je donne vraiment toutes les clés pour que, par exemple, écrire chacun des souvenirs. Aussi, quand elle va commencer à comprendre comment elle agit, elle comprend comment elle interagit et comment le monde interagit avec elle. C'est-à-dire qu'elle va commencer à voir ce qui se passe dans la matrice autour d'elle, des choses qu'elle ne voyait pas avant. Et c'est là aussi la prise de conscience, la vraie spiritualité. Et on n'est pas encore du tout dans des principes de psychisme, de puissance psychique, de choses comme ça. Non, c'est juste savoir qui on est et ce qu'on doit faire. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Les retours des personnes que tu as pu justement accompagner, elles ont dû te dire après qu'elles se sentaient bien, femmes ou hommes, mais aussi certainement que leur interaction avec les autres
mais ça change, ça doit changer. C'est pas simplement le moi, c'est-à-dire que Absolument. Moi, j'ai l'habitude de dire que si une personne, elle a quelqu'un dans son entourage qui l'alourdit, qui fait que c'est dur et tout ça, et je lui ai dit, ce n'est pas cette personne-là qu'il faut faire partir. Ok, c'est faisable aussi. Mais si on fait c'est en soi. Si on fait partir cette personne-là, il y a une personne similaire qui va venir la remplacer rapidement. D'une manière ou d'une autre. Peu importe le temps que ça mettra, ça viendra. Tant qu'elle n'a pas changé à l'intérieur ce qui cloche. Et quand elle aura changé à l'intérieur ce qui cloche, soit elle aura la grande facilité pour cette personne-là, je n'ai plus besoin de la voir, je n'ai plus de dépendance affective avec quelqu'un qui va me faire vivre dans mes programmes destructeurs. Je n'ai plus cette addiction émotionnelle négative. Et donc, je peux m'en débarrasser. Ou bien, si la personne a fait son travail, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, elle ne la verra plus. Elle ne reviendra plus la voir. J'ai même eu plein d'exemples où une personne, l'exemple typique que j'ai eu, que la personne m'a appelé dans les quelques heures, aussitôt après que ça se soit passé, on a fait une séance. Elle m'explique qu'elle travaille dans un milieu hospitalier, en milieu hospitalier, qu'il y a un docteur, elle est infirmière, il y a un docteur qui la prend toujours de haut, qui est très méchant avec elle, qui sournois, tout ce qu'on veut, et ça fait 10 ans que ça dure. Et le lendemain de notre séance, pour la première fois, le médecin lui a parlé bien, en s'adressant à elle avec des s'il vous plaît, avec des tournures de politesse. Pour la première fois. Elle se sentait, elle sentait plus seule. Elle était. Effectivement, c'est génial parce que, comme tu le disais au début justement de ce live, comme il y a des échanges d'énergie, je pense aussi, en tous les cas, tu me corriges si je dis une bêtise, que nos comportements avec ces dérèglements font aussi que l'autre en face a une certaine réaction aussi, même si lui a des réactions, on a tous des dérèglements, et en fait du coup on a tendance à attirer aussi, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on dit c'est de la faute, parce que c'est plus simple de dire c'est de la faute de l'autre, mais finalement l'autre donne une réponse aussi par rapport à notre propre comportement. Absolument, et j'irai même plus loin dans cette description pour vraiment enfoncer un petit peu ce phénomène-là, un peu plus en profondeur, c'est que la personne, elle ne fait comment dirais-je, elle ne fait que sa mission, elle ne fait que son devoir de répondre en fonction de l'autre personne. C'est-à-dire que si la personne, elle a un comportement destructeur interne, eh bien, je me dois de faire les choses en fonction d'elle, c'est-à-dire de la rabaisser, de la faire culpabiliser, tout ça, quand on est dans l'inconscient. C'est pas moi. Tout à fait, oui, on est dans l'inconscient. Quand on prend les rôles de ces mécanismes inconscients, eh bien, il ne fait que de jouer son rôle. C'est tout. C'est vraiment que ça. Des fois, moins souvent, mais même moi, ça m'arrive. Je suis au volant, j'attends, je vois le feu passer au vert. Malheureusement, j'attends 2 secondes de trop. C'est vrai. Je me fais klaxonner. Moi, rien du tout. Et je me dis juste, j'ai juste fait ce que la personne voulait. Elle avait juste besoin de s'énerver. Oui, c'est terrible. J'ai attendu 2 secondes de plus ou 3 secondes de plus qu'il en fallait au feu. La personne, elle est énervée. Elle va continuer, elle va faire 1 kilomètre comme ça, énervée de ce feu vert. Et moi, tout va bien. Oui, mais c'est très drôle parce que c'est vrai qu'au quotidien, on a des réactions. Je trouve vraiment amusant. J'ai écouté la dernière fois une conférence donc c'était comme une chamane et elle explique, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on a tous des réactions. Elle explique qu'un jour, un grand maître un peu bouddhiste, tu vois, était dans une salle, donc il expliquait des choses, je sais plus le nom. Et puis, tu as un monsieur soudainement qui s'est levé, qui l'a insulté, qui était énervé. Et lui, il lui a posé une question, mais c'est vrai que je me demandais, mais quelle question il va lui poser. Il lui a dit, est-ce que je peux vous poser une question? Donc, celui qui était insultant lui a dit oui. Et il lui a dit, est-ce que quand on vous offre un cadeau, vous l'acceptez ou vous le refusez? Ça dépend. Et donc, la personne lui a dit, ça dépend. Il y a des fois, je l'accepte, il y a des fois, je le refuse. Et lui, il a dit, moi, je refuse ce que vous venez de me dire. Et j'ai trouvé ça génial parce que effectivement, dans le quotidien, on ne sait pas toujours faire par rapport à ces programmes.
On réagit sur l'instant, sur le ressenti. Tu l'as expliqué très clairement et je te remercie parce que je trouve que c'était vraiment très clair, même si on pourrait continuer des heures. On est presque à 2 heures. Voilà, il y a tellement de choses, mais on pourrait revenir sur des sujets plus précis pour les développer. Mais c'est l'émotion qu'on ressent instantanée qui fait qu'on a cette réaction et qu'on attaque l'autre. Et c'est vrai, quand on fait un travail sur soi, on a tendance à finalement un peu laisser couler, quoi. Ça ne veut pas dire pas se protéger, hein, mais ça veut dire laisser plus facilement couler. La personne, elle est dans son ego, dans son équilibre, elle sait comment s'imposer dans la vie de manière adéquate, elle sait, elle est à la bonne place, c'est tout. Elle le sait. Elle le sait et elle a pas, elle sait qu'elle fait les choses pour une raison certaine. L'autre aussi qui est dans le déséquilibre, il se dit ça, mais il vit pas dans le bonheur. Oui, c'est ça. Et puis je pense aussi, j'ai remarqué dans la société que quand on essaie, petit à petit, on fait son chemin et quand on est assez, alors je vais pas dire équilibré parce que je pense qu'il y a toujours des choses à corriger, mais et qu'on est heureux, on génère chez l'autre aussi. En fait, tu parlais de jalousie tout à l'heure. Je pense qu'il y a la jalousie, mais quelquefois on a l'impression que c'est pas la jalousie ni matérielle ni physique. C'est finalement la personne, elle veut ce que tu vis en bonheur. Alors, et ça, je le comprends de mieux en mieux, tu vois. Alors, la jalousie, en tant que tel, le programme, si je peux te donner une définition en une courte phrase, c'est être moins pire que l'autre. Peu importe. C'est comme ça qu'il fonctionne ce programme-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce programme-là, quand on est au fond du fond de ce programme, il y a plusieurs niveaux de jalousie. Il y a deux niveaux différents. Il y a des petites jalousies basiques, mais le plus compliqué, le plus haut niveau, c'est quand on fait les choses pour rabaisser l'autre en face, pour qu'il se sente jaloux. C'est-à-dire qu'on va tout dire, tout faire en fonction de l'autre, pour que l'autre, ça crée de la jalousie chez lui, pour qu'il se sente envieux de soi, pour savoir qu'en fonction de ce que l'on parle, qu'il se sente moins pire, qu'on se sente moins pire que l'autre. C'est pas... Et du coup, le problème, c'est que quand on fait que ça, tout le temps dans sa vie, on n'est plus dans l'idée de répondre à sa vocation de vie, à travailler avec son ego pour pouvoir répondre à sa vocation de vie, pour pouvoir répondre à son essence, à sa nature propre. On est dans un programme pur et dur, destructeur. Une forme de compétition, en fait, d'ailleurs, qui est très sociétale aussi, hein. Absolument. Toujours d'essayer sans faire la recherche justement de sa voie à soi, mais de comparaison, ce qui se met d'ailleurs aussi très tôt aussi, hein, même qu'on voit chez les enfants, etc., de la comparaison à l'autre, en fait. C'est terrible. Alors, oui, ça, ouais, oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a cette idée aussi de tester chez les enfants. C'est différent parce que c'est en pleine, c'est en mouvement, je dirais. C'est pas acquis. Ça se teste. Les enfants ils regardent comment ça chez l'autre. Il y a beaucoup la découverte. Il y a beaucoup de mimétisme. Des enfants, ils vont copier un autre enfant qui est dans un programme, et il va le copier sans savoir pourquoi il fait ça. Ça va durer un instant, ça va lui plaire, pas lui plaire. Et des fois, il y a des programmes qui naissent aussi comme ça, d'ailleurs, pour en revenir. Il y a des programmes qui peuvent naître comme ça. Par exemple, un enfant, il voit l'autre enfant, sa mère le laisse pendant le matin. Ils arrivent à l'école tous ensemble. Il y a une mère qui laisse son enfant sur le bas de l'école. Bon, bah, elle doit partir. L'enfant, il doit comprendre. Mais d'un seul coup, il sent qu'il est abandonné, l'enfant, simplement parce qu'il a vécu dans l'enfance l'abandon. Et puis, il y a un autre enfant à côté qui voit ça. Il n'avait jamais fait ça avant, mais on ne sait pas pourquoi. Le lendemain, il va faire ça avec sa mère. Et il va répéter ça tous les jours. Juste parce qu'il a vu ça chez un autre enfant. Il va voir ce que ça crée. Il veut voir ce que ça crée en émotion chez lui. Ah oui, donc c'est clairement du test et du développement. Parents, etc. Il voit pourquoi ça s'énerve, pourquoi... C'est vraiment comprendre ce qui se passe. C'est du mimétisme, c'est aller chercher les choses, c'est essayer de découvrir une petite faille, quelque chose. Il y a plein de choses, Mais des fois, il y a des programmes qui naissent aussi comme ça, effectivement. D'où l'importance de l'éducation et de l'amour, etc., dans l'enfance, d'avoir une stabilité la plus... Oui, l'éducation, l'amour, et surtout comprendre. Enfin, chez les enfants, c'est vraiment comprendre ce que c'est que les émotions. C'est-à-dire que chez l'enfant, l'enfant va avoir des émotions fortes et va penser que c'est à cause de l'autre.
Mais en réalité, c'est chez lui-même que cette émotion se crée. Et c'est ça qu'il faut répéter chez l'enfant, c'est que l'émotion, elle n'est pas chez l'autre, elle n'est pas à cause de l'autre, elle est présente en lui. Et donc, tout dépend de lui. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est-à-dire que là, c'est en fonction de lui ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il peut ressentir les choses totalement différemment s'il le souhaite. Mais ce n'est pas à cause de l'autre. Parce que la même situation, dans un autre cadre, ça aurait pu complètement être sans intérêt, sans vraiment. Dans ce cas-là, c'est à l'adulte accompagnant justement d'expliquer. D'expliquer les choses, d'expliquer, d'aller comprendre qu'est-ce que tu as comme émotion, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait, pourquoi, etc. Aller donner, mettre des mots sur quelque chose qui est vécu inconsciemment. Voilà, c'est toujours la même chose, conscientiser. C'est de la pure spiritualité dès l'enfance. Déjà, juste en parlant de ces émotions. Qu'est-ce que c'est que ces émotions? Qu'est-ce que c'est que ces émotions? Comment ça agit? Pourquoi ça fait ça à l'intérieur? Pourquoi on a besoin de le faire ressortir? Des fois, bah oui, bon, bah, maintenant tu as compris que ça, c'était pas agréable. On te propose de le finir, de le laisser sortir, cette douleur, cette émotion forte. Au lieu de t'en prendre à l'autre enfant, faisons quelques pas et lâche-le. Crie un bon coup, pleure s'il y en a besoin. Ne pas étouffer les pleurs chez les enfants. Je suis contre, moi personnellement, je suis contre. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui me fait penser d'ailleurs, alors on ne pourra pas partir sur ce parallèle parce que ce serait long aussi, mais encore dans la société, j'aime bien faire des petits parallèles comme ça quand ça me donne des idées, au fait que cette coupure de communication qui a lieu aussi avec beaucoup de parents, entre les parents et les enfants, même très tôt, parce que les parents travaillent plus, parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a plein de choses, fait qu'aussi, on les calme aussi avec tous ces phénomènes de consommation, on n'écoute plus, ils pleurent, tiens, je te donne. Voilà, et c'est vrai qu'on se rend compte que tout ça, derrière tout ça, tu l'as dit très justement, il y a toutes les émotions et... C'est triste parce que moi, je le sais, et des fois, bon, j'ai une fille de 6 ans, et des fois, ça me coûte toute une soirée, vraiment, toute une soirée, à devoir expliquer un tout petit truc. Ah, ça demande du temps. Et ça va me coûter à devoir expliquer l'émotion, pourquoi, comment, et ça revient, et on revient là-dessus, et ça part pas tout de suite. Mais tant que c'est pas résolu, moi, je lâche pas le morceau parce que je sais que si c'est pas terminé, ça va venir s'installer de manière durable. Jusqu'à cette même émotion va venir se répéter et à doubler, s'accumuler, créer cette accumulation qui vont créer au fur et à mesure du temps ces subpersonnalités qui vont renforcer un programme qui peut être naissant, totalement naissant, ou peut-être qui a diminué déjà, etc. etc. Et c'est très important de faire ce travail, d'expliquer, d'aller. Et vraiment, moi, s'il y a des parents qui écoutent, qui entendent, d'expliquer à ces enfants ce que c'est que les émotions jusqu'au bout, c'est donner un pouvoir à l'enfant, un réel pouvoir qui va le suivre toute sa vie, vraiment, qui va pouvoir c'est vraiment comme une puissance. Une puissance, c'est-à-dire que je sais ce que c'est, je sais comment interagir, maintenant je sais me contrôler, je sais comprendre pourquoi l'autre personne interagit de cette manière-là, et du coup je sais pouvoir me contrôler encore une fois de plus. Et c'est d'avoir voilà, un contrôle de sa vie, et de pouvoir choisir ce que l'on veut, ne pas être victime, ne pas être sous l'égide, sous le contrôle de cette puissance qui peut vivre en chacun. Hein, c'est vraiment voilà, prendre le contrôle de sa vie pour atteindre la possibilité le bien-être, répondre à sa vocation. Répondre à sa vocation, et le but ultime, c'est que chaque être humain puisse répondre à sa vocation dans ce grand puzzle et que ça puisse créer une société, pas idéale, mais qui soit vraiment... chaque petite pièce, chaque petit engrenage, chaque être humain, chaque algorithme au milieu du grand algorithme, créer une horloge qui tourne bien et que ça puisse retourner vers la paix, etc. Mais c'est là que ça démarre, c'est comprendre en chacun de nous, tous ces programmes, tous ces blocages, tous ces nœuds, et que que ces connaissances s'élargissent, que ça puisse atteindre tout le monde, pour que cette société nouvelle naisse. Il y aurait en effet beaucoup moins de conflits et on vivrait beaucoup plus effectivement dans le bien-être. Ça viendra absolument, parce que énergétiquement, on émet beaucoup de pensées,
Et les pensées, quand qui partent comme ça, bah, elles rejoignent des formes de pensées qui sont similaires et qui interagissent avec le fonctionnement global de notre planète. Et que quand on va penser beaucoup plus positivement, ça va générer une impulsion plus positive dans le champ matriciel, qui fait que ça va insuffler beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'échanges et moins de contrôle. Mais c'est vrai que c'est passionnant, hein. Vraiment, on arrive aux 2 heures. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Xavier, vraiment merci beaucoup parce que c'est voilà, un échange où on aurait pu continuer des heures tellement il y a de choses à dire et de rentrer plus précisément. Je suis très, très ravie d'avoir fait ce live. Et puis, il y en aura certainement d'autres. Voilà, je ne sais pas si tu voulais dire quand même un petit quelque chose de la fin. Je te laisse le mot voilà, toi, si tu as envie de dire encore quelque chose avant que… Si, j'aime bien dire mon petit dicton que je donne, c'est tout simplement sois l'âme actrice dans l'âme matrice et mène en toi l'action réparatrice sur le corps et l'esprit. C'est en cela que voilà, c'est ça qui me fait vibrer. Tout vient de là, en fait. Quand on comprend tout ce que tu nous as expliqué, ça donne encore plus voilà, envie d'en savoir plus. En tous les cas, merci à ceux qui voilà, ont participé à ce live. Il sera mis donc le temps de faire le descriptif en dessous, de mettre tous les liens de site, les coordonnées de Xavier, etc. Donc le mail, le site et les pages de réseaux sociaux que tu as, pour que les personnes puissent venir découvrir ce que tu fais, prendre éventuellement même contact avec toi pour en savoir plus. Parce que je pense que c'est voilà, très, très enrichissant et pour accéder au bien-être. Et finalement, tu disais notre vocation, mais c'est d'être aussi heureux. C'est ça aussi notre vocation sur Terre, c'est de… Voilà, absolument. Si je peux compléter un petit peu ce que tu dis, du coup, je suis présent à Nice. Je ne l'ai pas dit du tout une seule fois, en présence. Ensuite, je fais aussi en ligne, parce que je me connecte aux gens en ligne, et ça se fait de la même manière qu'en présence. Aussi, mi-2020, alors je parlais de début mai. Début mai, je souhaite organiser un stage, une retraite spirituelle. J'ai vu ça sur le site. Et puis, voilà, après, je souhaite créer une formation en ligne sur la spiritualité, sur tous ces thèmes-là. Ce sera l'année prochaine, dans 2 ans, ça va venir le temps qu'il faudra pour créer toute une formation bien complète sur ce que c'est que la spiritualité aujourd'hui, à mon goût, hein, redonner un cadre à tout ça. C'est ma mission, je le ressens comme ça, et je souhaite vraiment fournir toutes ces clés, toutes ces informations au plus de personnes possible, voilà, pour qu'elles puissent s'en sortir de manière légitime. C'est chouette, c'est vraiment bien et je dirais c'est même vraiment beau ce que tu fais parce que on vit dans un monde compliqué et il en faut aussi des personnes qui trouvent leur voie comme toi parce que ça aide d'autres personnes et on s'enrichit mutuellement et je te souhaite aussi, pourquoi pas, peut-être qu'un jour tu auras envie d'écrire un livre, voilà, quelque chose qu'on découvrira. Voilà, je te le souhaite en tous les cas. On va terminer ce live. Moi, je vais bien entendu te recontacter juste derrière, parce que je fais souvent ça, voilà, de recontacter les invités. Et puis, donc, je te dis à tout de suite. Merci à tous d'avoir participé ou quand vous allez découvrir ce live en replay. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Allez surtout visiter le site de Xavier. Il a aussi des pages de réseaux sociaux. Vous pouvez voir son travail et quelques vidéos sur YouTube, pour le dire aussi. Tu as aussi une chaîne que tu développes tout doucement selon tes possibilités de temps. Ma chaîne YouTube, je vais l'orienter de plus en plus sur des méditations guidées et des petits slams, des petites poésies comme ça. Je ne vais pas faire beaucoup d'explications sur la spiritualité, sur tout ça, mais vraiment beaucoup de méditations guidées parce que c'est ça que les personnes ont besoin aujourd'hui le plus, pour vraiment se faire du bien. Tout à fait. Surtout actuellement, il y a une forte demande et une forte attente à ce niveau-là, c'est vrai. Donc, merci encore. Je vous souhaite à tous une belle journée et puis Xavier, on se retrouve dans quelques instants. Merci. À tout à l'heure, merci.